La question qui va être posée dans cet entretien, dont l'invité est le professeur Nicolas Agohou, c'est alors pourquoi, si le franc CFA est un problème, pourquoi est-ce que les pays donc utilisateurs de cette monnaie ne font rien pour la changer, pour l'enlever? Et, et donc, donc le professeur Nicolas Agohou, c'est un spécialiste, il a fait beaucoup il a fait beaucoup d'ouvrages sur sur le sujet franc CFA. Voilà, il se déplace beaucoup, il fait beaucoup d'interviews, que ce soit sur, même les radios françaises. Il était invité sur, Radio Sud de France. Hem, voilà, il fait beaucoup de conférences à ce sujet et donc cette question il est à même à pouvoir répondre à cette question et donc on va pouvoir le suivre, et entendre sa réponse. Parce que c'est vrai que c'est et puis, dans cet entretien, il va aussi apporter des solutions. Voilà. Il va dire en quoi c'est un problème, comment ça se fait que les présidents n'arrivent pas à enlever cette monnaie, en tout cas, mmh, ne l'enlèvent pas et puis qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Donc, voilà, c'est-à-dire on peut faire même abstraction des diplômes. Okay. Voilà, dire qu'il est professeur des universités. Voilà, des universités, oui. Voilà, et il a enseigné précédemment à l'Institut national polytechnique avant d'enseigner à l'université Saint-Quentin en Yvelines. Saint-Quentin Diop, oui. Non, laissez Saint-Quentin Diop tout seul. Les deux là, ça suffit déjà. Ok, ça marche. Voilà. Parce que le problème, c'est quoi? Il ne faut pas faire étalage des diplômes pour dire qu'on fait le malin. C'est pas ça qui m'intéresse. Ah, super. Il faut payer les Africains. Il faut être le plus simple possible et puis rentrer dans le débat. Super, super. Je sais que vous ne l'aviez pas sollicité dans cette configuration, mais c'est pour ceux qui nous regardent et qui demandaient à savoir quel est le professeur Abou, parce que beaucoup d'autres estimaient ça. Je tiens à vous rappeler que le professeur Abou pense que c'est pas très important parce qu'on a beaucoup trompé les Africains avec la qualité de docteur, professeur, etc. Le plus important, c'est d'expliquer les enjeux. Mais c'est pas souci parce que d'autres certains qui ne le connaissent pas voulaient véritablement qu'on le présente. Voilà. Mais il faut rappeler aussi que le professeur Abou a écrit. Il a écrit sur, il est auteur d'un livre, hein, Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Ça, c'est ce qu'il faut rappeler. Ça, c'est un livre. Le deuxième qui est d'actualité, ce sont les solutions, notez-le, les solutions salvatrices de l'Afrique. Les solutions salvatrices de l'Afrique. Ouais. Voilà. C'est-à-dire quelles sont les solutions qu'on doit mettre en application pour sauver l'Afrique. C'est un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps. Oui. Voilà. Ah, ok, super. Ben, c'est déjà, il est déjà publié, hein? Donc on peut l'avoir. Oui, il est sur le marché, hein? Déjà, ok. Oui, oui. Donc on peut l'avoir sur Amazon. Voilà. On peut l'avoir, par exemple, en présence africaine. On peut l'avoir, oui. Voilà, chez l'Armatan. Chez l'Armatan, ok. Voilà. Et puis, bon, dans d'autres librairies, mais déjà, les deux, ça suffit. C'est-à-dire, il faut éviter le maximum de bavardage inutile. Le problème que nous abordons là, il est tellement sérieux. Ouais. Voilà. Ok, ça marche. Merci, prof. Bon. Créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le franc CFA a traversé les décennies et devient un sujet qui déchaîne les passions et les débats politiques, surtout sur la question liée à la souveraineté et l'indépendance monétaire. Et un manque d'audace de certains gouvernants pour en sortir. Cette question épineuse, nous la traiterons avec le professeur Nicolas Rabot ce soir, professeur d'université en économie et gestion. Donc, j'ai juste à vous demander aux amis de partager et de partager. Dans moins de 5 minutes, nous allons démarrer le programme de ce soir. Mais est-ce que le franc CFA, professeur, dans le but de conseiller non seulement les Africains, mais aussi les chefs de gouvernement franc CFA, professeur, n'est pas un outil pour garantir cette stabilité monétaire, pour faire décoller notre économie, les Africains, mais aussi la question. Oui, bonsoir professeur et merci pour votre invitation. Hein. Okay, la question, ouais, bonsoir, oui. La question monétaire, surtout le franc CFA, qui est un débat qui crée des controverses au niveau de l'Afrique francophone surtout, et un peu partout, qui est très porté. Vous êtes dans ce combat depuis plus de 25 ans aujourd'hui, c'est ce qu'il faut rappeler. Donc vous avez apporté votre expertise dans le but de conseiller non seulement les Africains, mais aussi les chefs de gouvernement et les États d'en sortir, parce que vous estimez que la stabilité monétaire est un enjeu pour le développement économique. Mais est-ce que le franc CFA, professeur, n'est pas un outil pour garantir cette stabilité monétaire, pour faire décoller notre économie? Bien. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui ont sacrifié une partie de leur temps pour nous écouter. Pour rappel, nous sommes dans un combat de libération de notre continent. Donc, nous demandons à tous ceux qui veulent vraiment sauver l'Afrique de nous écouter, non seulement attentivement, mais de s'imprégner même du combat. Il s'agit de l'argent. L'argent, quand on dit monnaie, c'est trop technique, élitiste, qui élimine du débat. Ceux-là même qui utilisent toujours l'argent. On appelle monnaie l'argent qu'on utilise dans le pays. Ça ne sert à rien de s'embrouiller avec les définitions académiques qui ne servent que ceux qui comprennent le langage. Quel que soit le pays où l'on se rend, où l'on va, il y a l'argent qu'on utilise dans le pays. C'est ce qu'on appelle la monnaie. Exemple, vous quittez là où vous êtes, vous allez au Cameroun. L'argent qu'on utilise là-bas, on appelle ça le franc CFA, c'est la monnaie du pays. Il en est de même pour tous les 15 pays d'Afrique qui utilisent le franc des colonies françaises d'Afrique. Même chose, quand vous allez, par exemple, aux États-Unis d'Amérique, l'argent de là-bas, on appelle ça le dollar. Le nom de la monnaie qu'on utilise, par exemple, en Iran, c'est le rial. Même chose pour le Vietnam. Vous allez au Vietnam, l'argent de là-bas, on appelle ça le thon.
En Corée du Sud, on appelle ça le won. En Russie, c'est le rouble russe, etc. Donc, le dénominateur commun, c'est ce qu'on appelle la monnaie. Ça ne sert à rien de s'embrouiller. Bien, maintenant, votre question. Est-ce que dans un souci pédagogique, vous pouvez la renouveler en termes très clairs? Oui, en fait, nous abordons cette question, c'est sur l'axe beaucoup plus économique. On nous dit que le franc CFA garantit une certaine stabilité monétaire pour l'enjeu du développement économique. Et les gens gardent cette monnaie, les États gardent cette monnaie, parce qu'elle participe évidemment dans son développement. C'est que beaucoup de spécialistes comme vous réfutez cette question. Bien. Alors, pour que les uns et les autres puissent suivre quand même le thème qui a été annoncé, le thème c'était quoi? Pourquoi les dirigeants, vous avez mis, sauf erreur de ma part? Non, le thème c'est ça. Pardon? Oui, le thème. Oui, le thème. Pourquoi les gouvernements n'en sortent pas du franc CFA? Voilà. Donc, pourquoi? Donc, en fait, nous aurions trois axes dans votre déroulé. L'axe historique, économique et politique. Et politique, justement, qui engage la responsabilité aussi de nos gouvernants. Maintenant, sur la question, la pédagogie sur l'économie qui était très importante parce qu'il faut d'abord poser ces bases-là pour qu'on comprenne et enfin de sortir par les solutions. Bien. Donc, la question et le thème, c'est de dire les 15 pays africains qui utilisent le franc CFA, nous avons fait pendant plus de 25 ans des conférences sur la nocivité de ce franc CFA. Et aujourd'hui, votre question, c'est de dire, mais puisque le franc CFA est négatif selon nous, et selon maintenant plusieurs personnes, pourquoi les dirigeants africains ne sortent pas de ce franc CFA autre part? Pourquoi ils n'abandonnent pas? C'est ça la question centrale. C'est ça la question centrale. Voilà. Donc, nous disons de façon froide qu'il y a plusieurs raisons que nous pouvons serrer en deux groupes, on est classé en deux groupes, à savoir, il y a les causes exogènes à l'Afrique et les causes endogènes, c'est-à-dire les causes qui sont imputables aux dirigeants africains. Et ça, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fini de dégrainer, ou du moins de survoler, parce qu'on ne peut pas y là, c'est tout faire, nous allons dans une deuxième phase proposer des solutions, parce que c'est ça la question qui revient souvent. Vous critiquez, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous nous proposez en lieu et place du franc CFA? Donc, l'occasion nous est donnée, et nous allons dire ceci, en répondant à la première partie, qui consiste à dire les causes exogènes. Eh bien, nous disons froidement, le franc CFA, qui veut dire le franc des colonies françaises d'Afrique, même si on peut maquiller, on peut donner d'autres définitions, mais son nom d'origine, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique, qui a été créé par et pour les intérêts de la France. C'est une monnaie purement coloniale, une monnaie purement nazie, parce que c'est la photocopie de ce qu'on appelle le nazisme monétaire dont la France a été victime. Nous n'allons pas nous attarder dessus. Ceux qui sont intéressés par la question, ils peuvent toujours relire notre livre de combat que nous appelons le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Voilà. Donc nous disons, dans l'immédiat, parmi les différentes causes exogènes, c'est que la France fait pression sur les dirigeants africains, fait de la violence sur les dirigeants africains qui ont osé, par exemple, rompre avec ce nazisme monétaire, qui ont tenté de rejeter le franc CFA. Nous pouvons citer quelques exemples. Pour mémoire, en 1958, Gibo Bakari, président du parti qu'on appelle Sawaba du Niger, qui devrait même prendre le pouvoir d'État, a été poursuivi par le général de Gaulle et ses amis et a poussé Gibo Bakari, l'a obligé à fuir le Niger, lui et ses amis. Et finalement, ils ont mis en lieu et place Amani Diori. En 1958, Sékou Touré de la Guinée-Conakry a battu monnaie. Le général de Gaulle, en s'appuyant sur certains agents de la politique du troisième homme que nous connaissons, mais que nous n'allons pas volontairement citer, eh bien, le général de Gaulle lui a créé tous les problèmes. Il a même déversé sur la Guinée des faux billets, c'est-à-dire le franc guinéen, ils ont déversé sur la Guinée des faux francs guinéens pour désorganiser l'économie. Bien, ça c'est le deuxième exemple. Le troisième exemple, c'est en 1962. Modibo Keïta du Mali a battu monnaie, le franc malien. Le même général de Gaulle, en un mot, la France lui a créé tous les problèmes. Il a été arrêté, mis en prison et mort en prison. Il a été empoisonné, en prison, mort en prison. Et on a obligé le Mali, en 1984, à revenir dans la zone de franc CFA, après avoir dévalué justement le franc malien. Ensuite, et ça il faut toujours le souligner, avec toujours la complicité de certains dirigeants africains sur lesquels s'appuyait le général de Gaulle, ou du moins sur lesquels s'appuyait la France, pour pouvoir nuire à l'Afrique. Ensuite, nous prenons le cas de Sylvanus Olympio, du Togo, qui devrait mettre sur la place publique la monnaie du Togo, le 15 janvier 1963. Et le 13 janvier, c'est-à-dire 2 jours avant, Sylvanus Olympio a été purement et simplement exécuté. Pour dire quelques exemples, ce sont là quelques exemples. Après, il y a eu pour le Tchad, Tombalbaye, en 1975. Il voulait mettre sur la place publique la monnaie du Tchad. Eh bien, l'armée française l'a bombardé dans son palais et il est mort dans son palais parce qu'il voulait battre monnaie. Ce sont là les faits historiques que malheureusement on n'enseigne pas en grande pompe aux jeunes Africains pour éveiller la conscience. Après, il y a eu le cas du Libyen, le colonel Kadhafi, qui voulait battre la monnaie africaine cette fois-ci avec le dinar or. Si la monnaie africaine sortait, la monnaie unique africaine sortait, eh bien, tout naturellement, le franc CFA disparaissait. Eh bien, vous qui nous écoutez maintenant, vous avez été témoin oculaire, eh bien, le colonel Kadhafi a été purement et simplement exécuté.
ceux qui ne nous croient pas, il faut toujours lire les emails de Mme Clinton, qui a été rendu public. Tout est dit dedans. Et le dernier exemple que nous pouvons citer, il y en a plein, mais nous allons les citer. C'est le cas du président Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire. Excusez-moi. Eh bien, le président Laurent Gbagbo, qui avait gagné les élections de 2010, et la France, qui sait bien l'orientation politique du président Gbagbo, s'est opposée de façon frontale. Le président Laurent Gbagbo a été bombardé pendant plusieurs jours. Bon, comme dans la vie, lorsque l'heure de ta mort n'est pas encore arrivée, tu ne meurs pas. Donc, le président Gbagbo n'est pas mort. Mais ce que nous disons, c'est que quand le président Nicolas Sarkozy de la France, parce que c'est celui qui était en exercice, il obligeait le président Gbagbo à partir du pouvoir alors que Gbagbo a gagné les élections, il est arrivé un moment où il a obligé la BCEAO à fermer ses portes aux dirigeants de Gbagbo, aux représentants de Gbagbo. C'est-à-dire, ils ont même... Oui. C'est la France qui ordonne de fermer la BCEAO qui continue. Mais bien sûr, okay. C'est ça que vous devez comprendre, surtout vous les jeunes. Donc, il a encore là le gouverneur d'Akoui Tablé, il a été interdit de gérer la BCEAO. On a renvoyé le dirigeant d'Akoui Tablé. Donc, le président Gbagbo, il a dit, bon, c'est pas un problème. Comme il est le premier responsable de la Côte d'Ivoire, parce que quand on ferme la banque, là-bas, c'est ce qu'on appelle les banques commerciales, c'est-à-dire la BCC, qui en fait est ici en France, la BNP, la Société Générale de Côte d'Ivoire, qui n'est rien d'autre qu'une filiale, une filiale de la BIS et de la Société Générale de France. Eh bien, rien que ces deux-là ayant été fermés sans sommation, c'est-à-dire sans préavis, mais sur ordre du président de la République de la France, eh bien, lorsque vous êtes une entreprise et qu'on vous ferme la banque, votre compte est fermé, ça veut dire que vous ne pouvez pas retirer de l'argent pour payer les fournisseurs, pour payer les salariés. En un mot, on bloque, on ferme votre entreprise. C'est ce que ça veut dire. Vous êtes un ménage, vous voulez retirer l'argent pour nourrir la famille, pour soigner ceux qui sont malades, vous ne pouvez pas parce que la banque est fermée. Et ça, les Africains présidents, les Ivoiriens l'ont vécu en direct. Donc, quand vous êtes un premier responsable du pays, devant cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, le président Gbagbo a pris courageusement la décision de nationaliser ces banques-là, ces banques commerciales. C'est-à-dire, le mot nationaliser pour tout le monde, ça veut dire prendre du domaine privé et mettre ça dans le domaine public. Donc, ces banques commerciales étant des biens privés, eh bien, le président Gbagbo a pris la décision de prendre ça et mettre ça dans le domaine public de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on appelle nationaliser. Bien, évidemment, ça n'a pas plu à la France, et la France essaie, comme disent bien des gens comme le Koné Katina. Au plus tard, le 15 mai 2011, la monnaie de la Côte d'Ivoire devrait sortir. Devrait sortir, mais on devait mettre ça en circulation. Quand la France a vu ça, eh bien, comme dit bien le ministre du budget de l'époque, Koné Katina, la France est rattrapée sur le plan militaire. Wow. Et a déclaré la guerre à la Côte d'Ivoire de Gbagbo. Et précisément, chercher à tuer le président Gbagbo. Donc, je vais juste résumer cette petite partie qui nous intéresse beaucoup plus. Oui. Dites ceci, pendant la crise ivoirienne, en 2011, lorsque le président Gbagbo est attaqué, etc., il est décidé, parce qu'on a fissé l'économie ivoirienne, le président Gbagbo décide finalement de nationaliser son économie, c'est-à-dire prendre des sociétés, et derrière, il pense qu'il est urgent de créer une monnaie, et que la date de la création, de la sortie de cette monnaie est en mai 2021. Mais la France, via l'information, décide d'utiliser ses militaires pour justement dégager le président Gbagbo. C'est secret. Oui, donc ceux qui ont vécu l'expérience en direct, ils sont encore là. Ils sont là, ils sont vivants. Vous pouvez leur demander. Ministre Awa Domele nous a aussi parlé de ça. Bien. Je veux dire, en dehors des dirigeants de certains restaurants comme Awa Domele et tant d'autres, mais le citoyen moyen lambda de Côte d'Ivoire a vécu ça en direct. C'est ça. C'est la loi du plus fort, là. Quelqu'un qui est dans son pays, eh bien, il dispute une place avec ce qu'on appelle un autre, en la personne de Ouattara. Il y a un qui dit j'ai gagné, l'autre dit j'ai gagné. Entre les deux, là, c'est un problème interne. Quel est l'intérêt de la France, ou du moins, pourquoi la France vient s'insérer dedans? Parce que, comme il le dit lui-même, eh bien, il a ses intérêts, il place ses gens. Voilà. Donc, c'est dans ça. C'est ça qui est. Je ne vais pas trop polariser, mais polariser sur le problème politique. Merci. Mais déjà, vous pouvez voir la monnaie, l'argent là, avant d'être technique, est un problème politique. Voilà. C'est pourquoi on parle du triangle de souveraineté. Un souverain, c'est-à-dire qu'au-dessus de vous, il n'y a plus personne, sauf Dieu. Donc, si vous voulez être souverain, vous devez avoir, la monnaie. C'est-à-dire que vous devez avoir l'argent. 2, vous devez être capable de vous défendre. C'est la défense et sécurité. Et 3, le droit positif, c'est-à-dire la Constitution. Si vous n'avez pas l'argent et que vous passez votre temps à mendier, vous n'êtes pas souverain. Vous n'êtes même pas capable d'acheter les armes ou de les produire. Et par conséquent, vous êtes à tout moment esclavagisable. Et c'est dans ça que se trouve l'Afrique. Donc, dans ce contexte, on peut donc, ensemble, on déduit qu'aucun pays de l'Afrique francophone aujourd'hui, aucun pays n'est encore libre. Mais c'est de ça que nous parlons depuis longtemps. Comment pouvez-vous vous rebeller contre quelqu'un qui est capable de vous exterminer en une seconde? Il faut avoir ces ménages, il faut avoir... Non. Quelqu'un qui vous domine sur le plan physique, sur le plan militaire, eh bien, à tout moment, vous êtes esclavagisable si vous ne voulez pas vous soumettre à ces désidérata. C'est ça la réalité. Donc, vous remarquerez que le franc CFA, par définition, quand nous avons dit que c'est une monnaie nazie, ce n'est pas une métaphore. C'est ce que la France a vécu d'abord. Oui.
il faut encore une autre conférence pour pouvoir expliquer tout ça aux enfants, ou bien aux personnes qui sont intéressées. Non, donc, je disais que il y a les causes exogènes, et parmi ces causes, il y a la violence de la France qui s'est faite sur les dirigeants africains. C'est pourquoi d'ailleurs, beaucoup d'Africains dirigeants ont peur de prendre ce risque de se rebeller contre la France. Ça, c'est un élément important. C'est-à-dire, il faut être téméraire pour pouvoir aller comme ça contre la France. Sinon, elle vous élimine. Ce sont quelques exemples que j'ai cités là. Deuxième raison, c'est ce que nous appelons les accords de coopération, les accords léonins, c'est-à-dire, par exemple, les accords ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Ce sont des accords qui ont été conclus par la France avec tous ces pays qu'on appelle Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et dans ces accords-là, d'ailleurs, les accords depuis 1975, qui se sont multipliés, c'est devenu progressivement les accords de Yaoundé 1, Yaoundé 2, Yaoundé 3, etc. Après, c'est devenu les accords de Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Lomé 4, et tout récemment les accords de Samouraï, ou bien un nom qui se trouve dans l'océan Pacifique là-bas. Tous ces accords ont un dénominateur commun. Il faut que des produits bruts, pour ne pas dire les matières premières brutes, non transformées localement, soient transférés, soient envoyés à la France et à l'Union européenne. Ce qui a pour but de favoriser l'industrialisation des pays européens et la sous-industrialisation et donc le maintien de la pauvreté dans ces pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique. Parce que celui qui exporte les matières premières, en fait, ne peut jamais s'enrichir. Il est simplement un esclave qui est tout simplement modernisé. Professeur, je sais, vous m'en avez, mais c'est très important. Vous avez dit qu'il y a des rencontres. En réalité, quand la France décide de rencontrer ses dirigeants, vous avez cité dans plusieurs pays pour ratifier justement les ACP. Mais dans ces accords, nos dirigeants, ils ont justement les éléments de ces accords qui vont décider. Pourquoi ils le signent? Si ça joue contre l'Afrique, on va être dans une position d'économie de rente. Bien. Ce que vous dites, c'est vrai. Mais il y a la théorie et il y a la réalité. Le professeur enseigne cette la théorie, mais j'ai les pieds agissant sur terre. Donc, ce que je suis en train de dire, prenons un exemple concret, puisque vous êtes un témoin oculaire. Quelqu'un vous a pris. Il a fait de vous président dans votre pays. Vous avez obligatoirement un devoir, non seulement de reconnaissance, mais de soumission à celui-là. Okay. Ça veut dire quoi? La plupart du temps, ces dirigeants africains, ils tiennent leur pouvoir et leur légitimité, non pas du peuple, mais de la France. C'est ça la cause fondamentale qu'il faut connaître. C'est ce que nous appelons les agents de la politique du troisième homme. La politique du troisième homme que la France applique consiste, pour le premier homme envahisseur, dans le cas d'espèce la France, à envahir des millions d'Africains qui constituent le deuxième homme, mais pour y parvenir, il faut passer par un troisième homme. C'est une petite minorité d'Africains qui appuient sur la gâchette et qui tuent leurs frères et sœurs. Et ceci, sur tous les plans, y compris sur le plan intellectuel. Il y a des gens outillés intellectuellement, parce qu'ils reçoivent des prébendes, parce qu'ils reçoivent des miettes, ils vont utiliser leur intelligence pour justifier l'injustifiable. Wow. Pour faire accepter ce qui est inacceptable. C'est ça que vous devez connaître, vous, les jeunes, pour mener le combat de libération. Donc, ça, je rappelle que ça, ce n'est que, comment on appelle, la violence, et la violence qui s'accompagne avec toutes ces formes, et toutes ces différentes formes. Mais retenez que c'est la politique du troisième homme. C'est ça. Je répète, pour ceux qui n'ont pas du troisième homme. La politique du troisième homme. Je répète, on appelle politique du troisième homme cette politique qui consiste, pour le premier homme envahisseur, dans le cas d'espèce la France, c'est le premier homme à envahir le deuxième homme, c'est-à-dire les millions d'Africains. Mais pour y parvenir, il faut passer par un troisième homme, c'est-à-dire l'Africain lui-même, une petite poignée d'Africains, qui eux, ils vont appuyer, comme on dit, sur la gâchette pour exécuter leurs frères et sœurs, pour les maintenir dans la pauvreté. Dans une pauvreté socio-économique négativement dynamique contre l'Afrique. C'est ça la politique du troisième homme. Donc le premier homme, on ne le voit pas, ou du moins on le voit maintenant, mais à l'époque on ne le voyait pas. C'est ça qui se passe. Toutes les violences qui se font actuellement contre les dirigeants de l'AES, Alliance des États du Sahel, eh bien c'est la politique du troisième homme. Lorsqu'on vous parle des terroristes, etc., mais ouvrez les yeux, ils ont quelle peau? Ce sont des gens de peau noire en général. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Magnifique, professeur. Bon. On a bien appris. Les agents de la politique du troisième homme. Donc, le professeur nous dit ceci, que dans la stratégie de domination monétaire de la France en Afrique, elle va procéder en 3 étapes. Elle est déjà le premier homme. Deuxième homme, l'Africain, on va le prendre comme chef d'État ou chef de gouvernement, qui vont jouer la complicité pour justement anéantir et tuer les Africains qui sont eux les troisième. On peut présenter comme troisième homme. Donc, une politique de triangulation de la France. Ce que vous appelez communément les traites, c'est ça. Le troisième homme, c'est le traite. Pour que je sois le troisième homme, je n'ai qu'à utiliser mon cerveau. Je m'avais m'aplati devant le président Macron. Il dit, donne-moi les moyens, je vais aller diriger la Côte d'Ivoire. Et lui, à lui de dire, bon, on te donne le pouvoir, tu seras protégé, toi et ta famille et tes amis, mais donne-nous tout le reste du pays. C'est ça la politique du troisième homme. Ah oui. Donne-nous tout le reste du pays. On te protège, toi, ta famille, tes enfants, tout ce que tu nous montres, et tu vas nous protéger et présenter. Mais en contrepartie, nous te demandons de nous donner tout le reste. Ouvre-nous les veines du pays. Conclue avec nous des contrats. Que tes concitoyens, tes compatriotes meurent de faim, ce n'est pas notre problème. Wow. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître la thèse. Vous n'êtes que des sous-hommes. Wow. Vous n'êtes que nos esclaves. Ce qui veut dire quoi? Aujourd'hui, ça marche. Hier, ça marchait, ça marche. Parce que il nous manque ce qu'on appelle l'éveil
de conscience. Autrement dit, la conscience historique n'est pas développée en Afrique, précisément en Afrique francophone. C'est-à-dire, si nous regardons ce qui nous permet donc de venir sur les causes endogènes, voilà. C'est-à-dire, combien sont les Africains qui savent que les Africains ont été mis en esclavage pendant 14 siècles par les Arabes? Je dis bien 14 siècles. Ça se trouve dans leur subconscient, les Arabes. C'est pourquoi, quand vous voyez ici et maintenant, vous voyez ce qui se passe quand des Africains qui ne savent même pas tout ça, ils s'en vont se faire des esclaves volontaires dans les pays arabo-musulmans. Quand vous apprenez qu'il y a des Africains qui sont à l'instant où je vous parle, vendus comme esclaves, mais ce n'est rien d'autre que la résurgence du passé ignominieux de l'Afrique. Et ils ont ça dans leur subconscient, ça se trouve dans leur culture. En ce qui concerne le deuxième type d'esclavage, pendant 5 siècles, ce qu'on appelle transatlantique, vous avez entendu parler du triangle et du commerce triangulaire. Bien sûr. Donc, les petits blancs, ou du moins les blancs, ils savent que cet Africain noir que nous voyons, c'est un esclave, c'est un sous-homme. Ça se trouve dans leur subconscient. Et nous, en contrepartie, nous avons le complexe de subordination à l'homme blanc. Quand on voit le blanc, c'est l'homme supérieur. C'est ça. Parce que toute l'éducation qui nous a été donnée, on a présenté l'homme blanc, qui est pour nous quelqu'un qui nous a fait de la violence. Eh bien, pour nous, c'est l'homme supérieur, inconsciemment. Inconsciemment. C'est bien que quand vous voyez le petit blanc, eh bien, vous voyez l'homme supérieur. Même si vous ne le dites pas. Je ne suis pas là pour faire plaisir, je vous parle depuis Paris. Et pour que vous puissiez bien comprendre, à la seconde où je vous parle, si la femme prend la décision de m'exterminer avec ma famille, ça se fait en une seconde. Il n'y a personne pour me protéger. Mais il faut avoir le courage de mettre sur la place publique ce combat-là. Parce que nous savons qu'ils sont dans l'erreur. Nous le savons. Parce que nous sommes conscients que l'être humain qu'on appelle l'homme, avec grand H, est né de l'homme noir. J'insiste sur le mot noir. La vie sur Terre a commencé en Afrique noire. Donc ça, on reviendra sur les solutions anthropologiques. Mais donc je disais que parmi les causes endogènes, il y a ce complexe d'infériorité qui est la conséquence logique de notre manque de culture historique, on ne pas dire de conscience. La conscience, c'est-à-dire notre histoire nous a été niée. Et on nous fait avaler n'importe quoi. Il faut maintenant prendre conscience, parce que la conscience historique, elle est indispensable pour savoir qui nous sommes. Deuxièmement, il y a absence de solidarité entre les Africains. Cette absence de solidarité fait que l'Africain est toujours ridiculisé. Alors que c'est à la conférence de Berlin de 1884-1885 que l'Afrique a été émiettée. Qu'on a créé une poussière d'États microscopiques incapables de se défendre les uns et les autres contre l'envahisseur. Qu'est-ce qu'un pays comme la Côte d'Ivoire peut faire contre l'Union européenne? Pris isolément. Un pays comme le Cameroun, est-ce qu'il peut résister contre l'Union européenne? Non. Nous savons que, par exemple, j'ai pris un pays comme la Côte d'Ivoire et le Burkina. Nous savons que nous sommes les mêmes peuples, mais ils nous ont divisés. Et dans notre naïveté, il y en a qui vont regarder avec mépris. Oh, moi je suis ivoirien, oh, celui-là c'est un Burkinabé. Oh non, non, c'est un homme inférieur. Regardez des pensées comme ça. Ou alors, c'est-à-dire que nous avons un devoir, celui de connaître l'histoire qui est notre propre histoire. Et prendre conscience qu'à l'échelle planétaire, je dis bien à l'échelle planétaire, et je pèse mes mots, l'homme noir est toujours ridiculisé. L'homme noir, comme dit l'article 44 du Code noir, écrit par la France, l'article 44 dit l'homme noir rendu esclave est une chose. Oh, toute chose, exemple, votre portable, exemple, votre ordinateur, c'est une chose. Une chose à un propriétaire. Et votre portable, tout comme votre ordinateur, comme c'est votre propriétaire, vous pouvez le donner à quelqu'un. Vous pouvez le vendre. Mais mieux, vous pouvez même le casser si vous le voulez. Prenons les êtres vivants, vous avez un poulet. Ou bien prenez un mouton. Alors vous dites, voilà mon poulet. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon fils. Attrapez-moi ce poulet, égorgez-le et on le mange. Ou alors prenez ce poulet, vous prenez ce mouton, et bien je le vends. Voilà. Et c'est ça que nos ancêtres ont vécu pendant des siècles. On n'a pas dit pendant des jours, mais pendant des siècles. Et ça c'est tout dans le subconscient des esclavagistes, dont les enfants sont aujourd'hui nos contemporains. Vous verrez que des enfants, parce qu'ils cherchent à manger, dormir, ils vont quitter l'Afrique où il y a toutes les richesses du monde pour venir d'abord traverser le désert. S'il n'est pas mort, aller chez les Arabes. S'il n'est pas mort, traverser l'océan. S'il n'est pas mort, aboutir par exemple, venir en Europe. Mais pour y faire quoi? Tout simplement pour chercher à manger, dormir. Donc il y en a. On les met dans les plantations. C'est-à-dire le travail qu'il devait faire chez lui, au village là-bas, avoir sa propre plantation, travailler pour lui-même. Il vient, on dit il faut ramasser les pommes, ou bien les pommes de terre, etc. etc. Tout ça, c'est dû à l'ignorance. Vous comprenez? On a tellement magnifié le pays des anciens, on va dire le mot ancien esclavagiste, mais je rappelle que l'esclavage a pris une autre forme. Bref, comme je le disais, parce que là, vous savez, on peut faire un coup, on peut aller loin. Donc, absence de solidarité entre les Africains. Parce que la France, comme je le répète, c'est un petit pays. Quand vous voyez tout, vous faites l'ensemble de toute la surface de ces 15 pays d'Afrique, mais c'est de loin, ça dépend de loin de la France. Mais c'est un petit pays. Ceux qui ont dirigé la France il y a longtemps, ils sont morts. Mais c'est leurs enfants. Regardez pendant le petit Macron à 40 ans. Quand il vient en Afrique, précisément, quand il vient en Afrique du Nord, c'est-à-dire le Maghreb, c'est-à-dire la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, il marche, même l'Égypte, il marche sur la pointe des pieds.
Chaque mot qu'ils prononcent, c'est avec beaucoup d'attention. Parce que ceux-là, ils ont fait la guerre contre la France. Donc, ceux-là, on les respecte. Les Français les respectent. Un mot déplacé, vous allez voir immédiatement toute la population qui va descendre. La France en est consciente. Mais une fois qu'il quitte l'Afrique du Nord, il descend en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire en Afrique noire. Il est en terrain conquis. Parce que, à l'exception de quelques-uns, presque eux tous, ils doivent leur pouvoir politique. Ils doivent leur légitimité à la France, qui a fait d'eux ce qu'ils sont. C'est ça. Donc, vous voyez bien, l'absence de solidarité, voilà où ça nous conduit. Ensuite, la France est perçue, une des causes majeures, la France est perçue comme leur sauveur. Si vous voulez vous séparer de la France, mais vous allez mourir, voilà ce qu'on va vous dire. Dans la réalité, c'est pas vrai. Donc, une des causes majeures, c'est, comme je l'ai dit, ils sont réduvables à la France. Une des causes majeures, il manque l'éveil de conscience aux Africains, ou du moins l'éveil de conscience africaine en train de se faire. Bon, ils renoncent au triangle de souveraineté. Parce que quelqu'un qui est souverain, j'insiste, au-dessus de vous, il n'y a plus personne. Donc, oui, une sortie de cette première étape qui est très différente, bien sûr, parce que le temps aussi nous est parti, parce que bientôt vous allez nous lâcher, malheureusement. Mais pour résumer, en fait, ce que nous on peut dire, le statu quo observé dans d'autres pays, parce que vous l'avez évoqué dans vos propos tout à l'heure, qu'il y a quand même des pays en Afrique subsaharienne qui essaient de se démarquer déjà. Je pense qu'avec moi, je suis très, peut-être, vous serez d'accord avec moi qu'on passe quand même au pays de l'AES, on voit quand même une certaine démarcation de ces pays-là. Mais vous estimez que le statu quo aujourd'hui, dans certains pays africains, qui ne produisent aucune politique de libération, ou bien aucune démarche souverainiste, en réalité sont ceux qui sont redevables, parce qu'ils sortent du casting de la France-Afrique. On peut en conclure ainsi? Bon, malheureusement, je n'ai pas très bien saisi votre intervention. Oui, ce que j'ai envie de dire pour ça, dans ce que vous aviez expliqué. On parlait ici, dans l'explication que vous apportez, vous aviez quand même posé la responsabilité de certains de nos gouvernants, quand vous avez pris la théorie des 3 hommes, qui justement encadre ce système monétaire-là. Maintenant, dans votre propos, vous dites que quand la France descend et au Maghreb, elle ne peut pas se comporter comme elle va se comporter en Afrique subsaharienne. Parce qu'au Maghreb, il y a eu des luttes et la prise de conscience. Et là-bas, la France ne se comporte pas, elle n'a pas une démarche paternaliste dans ces pays-là. Mais quand elle descend en Afrique subsaharienne, mais en Afrique subsaharienne, j'ai envie de dire ceci, parce que vous avez dit qu'il y a quand même des pays qui font l'exception. Moi, je pense que c'est les pays de l'AES, je pense que vous serez d'accord avec moi sur ces questions-là. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que si le statu quo est encadré aujourd'hui par certains autres présidents de l'Afrique subsaharienne, c'est parce qu'en fait, leur légitimité sort du casting de la France-Afrique. Est-ce qu'on peut en conclure ainsi? Oui, c'est une évidence. Vous voyez, c'est-à-dire que la France, c'est d'ailleurs ce qu'on lui reproche, pour dire, en faisant cette politique du 3e homme, avec l'éveil progressif des consciences des jeunes Africains, eh bien, elle risque de se faire chasser de la France et de l'Afrique. C'est ça. Donc, ce tableau, on va dire, je ne dirais pas noir, puisque c'est une expression, mais ce tableau obscur que je viens de dresser, eh bien, de là, il y a une lueur d'espoir. Il y a une lueur d'espoir. Pourquoi? Parce que, il faut reconnaître, il faut déjà dire 2 choses. Premièrement, dans les accords de coopération monétaire entre la France et les pays africains, il y a l'article 13 qui dit tout pays qui se sent lésé dans ses intérêts peut dénoncer l'accord et partir. C'est l'article 17, je crois, c'est le 17, oui. L'article 13. Oui, c'est pas grave, ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire, là, l'article 13, il dénonce l'accord et sorti. Voilà, il dénonce l'accord et il s'en va. Ça, c'est au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et ainsi de suite. Le même principe existe en Afrique centrale, etc. Oui. Donc, on peut partir. La question centrale, c'est de dire, mais est-ce que c'est pas la théorie? Bien sûr qu'on peut dire cette théorie, mais prenons le cas de la Mauritanie. Quand la Mauritanie a quitté la zone franc, immédiatement, presque immédiatement, la Mauritanie a conclu et est rentrée dans la Ligue arabe. Vous savez pourquoi? Eh bien, c'est pour se protéger contre la France. Ah oui. Et la France ne l'a pas inquiété, parce que si la France se touche, la Mauritanie qui est rentrée dans la Ligue arabe, eh bien, la France aura affaire aux Arabes. Okay. C'est ça. Donc, nous disons, ceux qui aujourd'hui... Donc, la première démarche de nos institutionnels, de nos présidents, en fonction des accords de monétaires qu'ils ont, dans ces accords monétaires, il y a des articles pour le cas de la BCAO, c'est l'article 13 pour le cas de l'Afrique centrale, c'est l'article 17. 17 ici, on peut dénoncer l'accord et s'en sortir. Et vous dites l'expérience, la Mauritanie a dénoncé cet accord et s'est en sortie, et la Mauritanie vit. Oui, il en est de même le cas du Maroc. Le Maroc était dans la zone franc. Nos présidents ne veulent vraiment pas bouger. Aujourd'hui, où est-ce que les Africains noirs vont demander? C'est bien au Maroc. Oui. Ce que nous sommes en train de dire, contrairement à la thèse qui est véhiculée par-ci par-là, si nous abandonnons la France, si nous quittons la zone franc CFA, c'est le chaos, nous on va mourir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà des exemples concrets. Est-ce qu'on vous a dit que la Mauritanie meurt de faim? Est-ce qu'on vous a dit que le Maroc meurt de faim? Mais le premier pays apporteur des idées, c'est-à-dire des investissements directs étrangers au Maroc, c'est bien la France. Bien sûr. Or, vous ne pouvez pas rester au Maroc et puis exporter l'argent. Ça n'existe pas. Bien sûr. Par contre, si vous êtes au Maroc, vous pouvez recevoir l'argent. Or, dans ces pays d'Afrique francophone, il y a le principe de la libre transférabilité. C'est-à-dire, si vous êtes en Afrique francophone, vous pouvez transférer librement des capitaux. En un mot, on légalise la fuite des capitaux. C'est ça, c'est légal. Le principe de transférabilité, c'est la légalité de la fuite des capitaux. Voilà, c'est la légalisation de la fuite des capitaux. C'est-à-dire, faire partie, c'est légal. Vous comprenez? Nous ici, pour faire partie de l'argent vers l'Afrique, on nous conditionne. Même retirer l'argent en banque, on donne, on fixe les Voilà, parce que voilà. Maintenant, il faut avoir le courage de dire, parmi nos dirigeants donc, pourquoi ils s'en sortent et pourquoi ils n'en sortent pas? Parce que c'est ça la question. C'est parce qu'on a cité tous ces exemples-là, mais parce que ceux qui sont les riches, comme on dit, ils ont des intérêts. Ils vont dans le même sens que les intérêts de l'occupant. Ils ont des intérêts objectifs. Un exemple simple, ils vont vous dire, le français fait une bonne chose parce que on a le principe de la fixité des parités.
Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Il faut que les uns et les autres écoutent. Les amis, partagez, c'est très important. Voilà. Cette partie technique, professeur, c'est très très important. Partagez le live. Cette technique, on va l'expliquer pour que le dernier, hein, celui qui a du mal à comprendre, puisse comprendre. Partagez les amis, c'est très important, ce côté technique que va donner. Vous allez comprendre la grosse mafia et la complicité de nos gouvernants à maintenir cette monnaie. Vous allez donc comprendre pourquoi les présidents ne se battent pas pour. Alors, laissons. Alors, donc on dit, ici et maintenant où je vous parle, pour avoir un seul héros, nous donnons 655,957 francs CFA, arrondissant à 656 francs CFA, c'est-à-dire vous mettez un héros égale 656 francs CFA en arrondissant dans un souci de commodité. Ça veut dire quoi? Si je suis au Cameroun, si je suis en Côte d'Ivoire, si je suis au Burkina, etc., je prends 656 000 francs, 656 000 francs CFA. Et j'envoie voilà, j'envoie ça dans mon compte ou bien à quelqu'un qui est à Paris ou bien dans un pays de la zone euro. Et bien arrivé là-bas, on divise par 656 et ça devient 1000 euros. Lui, il va recevoir 1000 euros. Et c'est toujours comme ça, c'est fixe, ça ne bouge pas. Alors que si ça va que les États-Unis, bon, aujourd'hui 1 euro, non, 1 dollar, c'est 400 francs, demain c'est 600 francs, en un mot ça varie. Ça varie. Donc c'est pas bon. Bien, voilà où on met nos Africains. Mais tout simplement maintenant. Professeur, ce qu'il faut rappeler, il y a le taux fixe, qui est une option sur le plan économique, et le taux variable. Voilà. Pour le franc CFA, nous sommes dans le taux fixe. Dans le taux fixe. Oui. Maintenant, ça ne varie pas. Voilà, ça varie pas. Lorsque vous aviez 1000 euros aujourd'hui, c'est 656 000. Voilà. Demain, ça va être 656 000, toujours et toujours et toujours. Or, si c'est le dollar, ça peut être 400 000, 1000 dollars. Demain, ça peut être 500 000, ça peut être 600 000, ça peut être 700 000. Ouais, ça varie. Merci pour ça. On avance. Maintenant, si du jour au lendemain, on n'est plus dans le système d'échange fixe, mais nous sommes dans un système d'échange variable. Donc, du coup, on va dire, aujourd'hui, pour avoir 1 euro, il ne faut plus donner 656 francs, mais il faut donner 50 000 francs CFA, 50 000. Parce que nos économies sont tellement faibles, etc. Bon, bref, quand vous envoyez les 656 000 à votre enfant ou bien à quelqu'un d'autre dans votre compte, etc., arrivez là-bas, on divise par 50 000 et on vous donne 13 francs. 13 francs. 13 euros, pardon, on vous donne 13 euros. 13 euros. Vous perdez 900. Au lieu de 1000 euros, on vous donne 13 euros. La différence entre 1000 euros et 13 euros, vous perdez 987 euros. C'est ce qu'on appelle une perte d'échange ou bien un risque d'échange. Pourquoi? Parce que c'est en faisant le changement que j'ai perdu cet argent-là. Okay. Parce qu'ici, on n'est plus dans la parité fixe. Pardon? On n'est plus dans la parité fixe. On est dans la parité fixe. Voilà pourquoi les colons qui ont conçu cette monnaie, ils ont mis le principe de la fixité. Il faut que ça soit toujours fixe. Parce que si ça varie, on peut être amené à perdre beaucoup d'argent comme ça. Wow. Donc, c'est le principe de la fixité des parités qui est maintenu. La question centrale, c'est de dire, quand je dis 1 euro, pour 1 euro, il faut donner 50 000, est-ce que le professeur n'exagère pas? Voilà la question que les auditeurs, tous ceux qui m'écoutent, se posent. Donc, nous allons faire un petit exercice et demander à chacun, ceux qui ont les portables, de vérifier avec nous. Ouais. Aujourd'hui où je vous parle, à l'instant où je vous parle, lorsque un Iranien, d'ailleurs je vais commencer par la Corée du Sud, oui. Pour avoir un seul euro, la Corée du Sud donne combien? Aujourd'hui, la Corée du Sud, pour avoir 1 euro, donne 1504,51 won. Bien. Donc, retenons que 1 euro égale 1504. Oui. 1500 won, la monnaie de la Corée du Sud s'appelle le won. Le won. Lorsque vous divisez 1500 par 655, vous trouvez 2,3 par là. Ça veut dire la Corée du Sud a une monnaie qui est 2 fois plus faible que le franc CFA. Que le franc CFA, la Corée du Sud a une monnaie qui est 2 fois plus faible que la monnaie, par exemple, du Burkina, la monnaie de Centrafrique, etc. Un nombre de pays extrêmement pauvres. Donc, normalement, en fait, pour nous, dans ce sens-là, les Coréens sont tellement pauvres si on restait déjà sur le volet monétaire. Maintenant, on pose la question. Quel est le revenu par habitant de la Corée du Sud? Alors, cherchez et vous trouvez combien? Le revenu par habitant, oh là là, oui, de la Corée du Sud, c'est 56 000 dollars. Bon. Et ceci en PPA, c'est-à-dire en parité d'achat. En parité, oui. Donc, vous trouvez 56 000 dollars. Maintenant, quel est le revenu par habitant de Centrafrique? C'est 1206 dollars. Bon, 1200. Est-ce que ceux qui nous écoutent, essayez de voir, parce que c'est là la nappe, on va vous expliquer pourquoi il en est ainsi. Vous cherchez n'importe quel pays de la zone franc CFA dont la monnaie est 2 fois plus élevée que la Corée du Sud. Vous voyez que tous ces pays-là, ils sont extrêmement pauvres. Question centrale. Voilà. Et pour mémoire, pour que les uns les autres. Regardez pour le Vietnam. Le revenu, pour avoir 1 euro, le Vietnamien donne combien? Pour 1 euro, le Vietnamien donne 26 138 $. Voilà. Et ça, c'est parce que ça baissait. Sinon, normalement, c'était autour de 29 000. Mais on va se contenter de 26 000. Je reprends pour ceux qui nous écoutent. Pour avoir 1 euro, le Vietnam donne 26 000. Donc c'est la monnaie du Vietnam. Mais quel est le revenu par habitant du Vietnam? Le revenu par habitant du Vietnam, c'est 14 342. Voilà. 14 000, on va dire 14 000 $. Oui. J'aimerais que ceux qui sont là pour contester, par plaisir de contester, pour faire plaisir à l'occupant, il faut qu'ils prennent ces données objectives. Parce que ce n'est pas le prof qui donne ça. Maintenant, le dernier exemple, prenons le cas de l'Iran. Oui. La monnaie de l'Iran, ça s'appelle le rial. R-I-A-L. Oui. Pour avoir un seul euro, l'Iran donne combien? Pour avoir 1 euro, l'Iran donne 43 366. Voilà. 32 pour avoir un seul euro, 43 366. Voilà. Et ça, c'est parce que ça a baissé. Sinon, c'était autour de 50 000. Mais l'Iran donne 43 000. Lorsque vous divisez 43 000 par 656, vous verrez à peu près 70. C'est pour dire, l'Iran qui fait peur aux Occidentaux. L'Iran a sa monnaie qui est
ce sont 10 fois plus faibles que la monnaie des pays de la zone franc CFA. Pourquoi il en est ainsi? Voilà la question centrale. Eh bien, on va donner deux explications. Je rappelle, pour ceux qui ont oublié, le franc CFA, qui veut dire franc des colonies françaises d'Afrique, est une monnaie à 100% de la France. Ceux qui sont leurs alliés objectifs et qui sont là pour nous terrasser diront que non, c'est notre monnaie. Dans la réalité, c'est une monnaie d'occupation. C'est une monnaie de siège. C'est une monnaie dite obsidionale. C'est ce que faisaient les Allemands. Donc pourquoi il en est ainsi? Parce que, comme je vous l'ai dit, les occupants, pour ne pas dire les colons, qui étaient en Afrique et qui s'enrichissent scandaleusement sur le dos des Africains, la richesse, les revenus qu'ils gagnent, ils transfèrent ça à Paris. Ils transfèrent ça en France. Mais professeur, ils disent que arrivé là, il ne faut pas qu'ils perdent de l'argent. Professeur, ils disent que la parité fixe, c'est pour garantir la stabilité monétaire. J'arrive. Donc, ils transfèrent cet argent. Donc, si quelqu'un, comme on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un est en Afrique, un colon, il a fait de l'argent là-bas. Admettons qu'il transfère 656 millions de francs CFA. Arrivé en France, on divise par 656 et on lui donne 1 million d'euros, dans le cas d'aujourd'hui. Si demain, parce que les Africains ont dit que nous sommes maintenant dans le régime d'échange fixe, non, variable, pardon, eh bien, pour 1 euro, on va se retrouver, au vu des exemples que je viens de citer, on va vous dire, pour 1 euro, il faut donner 50 000. Eh bien, si vous transférez les mêmes 656 millions, divisé par 50 000, eh bien, vous vous retrouvez avec 130 000 euros. La différence entre 1 million et 130 000, c'est autour de 987 000 euros que vous perdez. On ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça, donc on veut un régime d'échange fixe. La question centrale, comment on fait pour avoir un régime d'échange fixe? Et c'est ce que je voudrais que les uns et les autres écoutent. C'est une loi de la banque. C'est-à-dire sur le marché des monnaies, qu'on appelle le marché d'échange, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, quand un pays, à travers sa banque, quand un pays voit que sa monnaie devient trop faible, parce qu'il y en a trop, donc le prix baisse, eh bien ce pays-là donne des instructions à sa banque centrale, et la banque centrale vient sur le marché et rachète sa propre monnaie pour faire monter la demande, donc faire remonter le prix qu'on appelle le coût. Je reprends, même si ça paraît technique, mais il faut comprendre. Merci. Avant de revenir dessus, je vais changer. On va dire, voilà, je m'en vais sur le marché des bananes. Moi, je vends les bananes. Il arrive qu'il y a trop de bananes sur le marché, qu'est-ce qui va se passer? Le prix des bananes baisse. Donc, on va, à vu le prix, on va acheter les bananes. Si nous vendons les bananes, si nous sommes intelligents, on dit, bon voilà, au lieu de perdre nos bananes comme ça, on va retenir les bananes, on va les conserver. Donc, on les retire du marché. Et le prix monte. Ce que j'ai dit pour les bananes, on peut prendre pour le riz. On dit, il y a trop de riz sur le marché. Donc, vraiment, le prix du riz, c'est très faible. Le kilo de riz devient très faible. Évidemment, pour le consommateur, il est heureux. Mais nous qui vendons le riz là, nous allons presque donner gratuitement notre riz aux gens. Donc, on dit, on va stocker le riz. On retire le riz du marché. Et le prix du riz augmente. Et c'est quand le riz augmente qu'on peut vendre après. C'est exactement la même chose ici sur le marché des monnaies. Quand il y a trop de monnaies, trop de francs CFA sur le marché, eh bien, la banque centrale, eh bien, rachète les francs CFA surabondants et le prix monte à un niveau que nous on veut. C'est-à-dire ici, 656 francs CFA. Donc, racheter les francs CFA, ça veut dire on utilise les monnaies étrangères qu'on appelle les devises. On ne rachète pas les francs CFA avec les francs CFA. On rachète les francs CFA avec les monnaies étrangères qu'on appelle les devises. Donc, ce sont des multiples milliards de devises qu'on utilise pour racheter les francs CFA et faire monter le prix à un niveau initialement convenu qui est ici, 656 francs CFA. Or, à qui, ça c'est très important, or, à qui appartiennent les devises? Les devises, on les obtient quand on a travaillé. Quand les paysans ont travaillé, ils ont fait café, cacao, match, tout ce que vous voulez. La monnaie étrangère, obtenue parce qu'on a vendu aux étrangers, cet argent-là, au lieu d'utiliser et acheter ce qu'il faut, les machines, les biens d'équipement pour développer les pays, nous passons plus de temps à racheter les francs CFA. Et pour faire plaisir à qui? À ceux qui ont déjà l'argent. C'est-à-dire à ces colons qui sont sept blancs, ou du moins à ces néocolons, pour rester dans le thème, à ces néocolons, ou bien à ces France africains, qui sont sept blancs, mais qui sont aussi des noirs, qui sont leurs alliés objectifs. C'est très important, professeur. Vous dites ceci, nos parents qui vendent les matières premières, ou bien voilà, les produits de rente, à l'extérieur, reçoivent des devises, qui est la devise, c'est la monnaie étrangère. Et cette monnaie étrangère, au lieu de la prendre pour développer nos pays, c'est-à-dire donner des infrastructures de base pour permettre à l'épanouissement de ce peuple, on va prendre cet argent pour aller acheter le franc CFA pour garantir la parité fixe. Est-ce que c'est ça? Voilà. Donc, quand on a fait ça, eh bien, maintenant que comme on appelle, les machines, ou du moins les devises sont utilisées comme ça, eh bien, ça maintient les pays africains dans la pauvreté. Parce que c'est une bonne partie de la richesse qu'ils prennent pour, c'est ce qu'on appelle en termes techniques, soutenir la monnaie. Parce que si vous ne voulez pas intervenir pour soutenir votre monnaie, c'est la loi de l'offre et de la demande. Vous avez vu ce qui se passe avec l'Iran tout à l'heure. Vous avez vu ce qui se passe tout à l'heure avec la Corée du Sud, avec le Vietnam, et ainsi de suite. Les devises sont utilisées à d'autres fins positives. Alors que nous, là, nous passons notre temps à maintenir de façon artificielle et gonfler le franc CFA pour pouvoir faire plaisir à ceux qui ont l'argent, ceux qui viennent nous piller, auxquels s'ajoutent nos propres semblables. C'est-à-dire ceux qui jouent, sans le vouloir, le rôle de ce qu'on appelle les agents de la politique du troisième homme. Parce qu'ils sont alliés objectifs de ceux qui viennent nous piller. Alors que si on maintenait le régime d'échange variable, qu'est-ce qu'il se passerait? Même si c'est un Européen, il sait que par exemple, il est installé au Cameroun, par exemple en Côte d'Ivoire. Il sait que s'il exporte, avec le régime d'échange variable, il sait que s'il exporte 656 millions, il va arriver dans son 130 000 euros. Il préfère garder cet argent sur place en Afrique et puis venir
continuer à prospérer et créer des emplois. Or, nous, on a un principe, le principe de la libre convertibilité. Donc, il peut librement convertir. Non, le principe de la transférabilité, pas convertibilité. On légalise la fuite des capitaux et on lui donne l'assurance qu'arrivé là-bas, vous n'allez même pas perdre de l'argent. Parce que les nègres vont utiliser leur devise pour pouvoir vous éviter ce qu'on appelle la perte d'échange ou bien le risque d'échange. C'est ça. Ce sont là les choses qu'on ne vous dit pas. Parce qu'il y a un langage convenu. Il faut dire, il faut prononcer, il faut faire un langage convenu pour faire l'intellectuel, pour faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, voilà un des inconvénients majeurs pour dire ils sont des alliés objectifs de ceux qui viennent nous piller. C'est pourquoi des pays qui ont pris le principe de la libre convertibilité, non, qui font le principe de, comment on appelle, de régime d'échange variable. Pour ça, oui. C'est un domaine politique. Nous avons eu certains experts qui estiment qu'en réalité, les Africains ne doivent pas concentrer leur combat sur les alliés objectifs de la France. Que le combat doit être uniquement sur la France parce qu'eux aussi sont victimes, ces alliés objectifs. Est-ce que ce discours peut légitimer aujourd'hui? Il peut légitime? Dire qu'il faut se concentrer sur les Français, c'est ça? Oui. Non, j'ai dit ceci, que oui, la France, qu'il faut qu'on retienne que la France est responsable, mais les autres sont coupables. Donc, il ne faut pas faire une fixation sur les alliés objectifs de la France. En réalité, il faut beaucoup plus regarder sur la France. On a l'impression que nous autres Africains nous sommes perdus parce que quand on a quand même écouté votre explication, c'est que ce système est protégé non seulement par la France, mais avec ses alliés objectifs. Mais bien sûr, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le mur lézardé. S'il n'y a pas de traîtres parmi nous, la France ne peut rien faire. Et je vous prends quelques exemples, prenons le cas du Maroc. Vous comprenez? Voilà. Donc, ceux-là, ils ont raison de dire, mais c'est tellement facile d'accuser uniquement la France. La France est dans son rôle d'occupant. C'est ça. Donc, question fondamentale, est-ce que nous avons l'intelligence nécessaire pour comprendre que celui qui vous frappe chaque matin, midi, soir, vous avez l'intelligence nécessaire pour comprendre que ce n'est pas lui qui va vous sortir de la pauvreté. La loi de la nature, je répète, vous êtes assis sur une chaise. Moi-même, je suis assis sur une chaise. Tant que la chaise ne pousse pas des pointes pour nous piquer le postérieur, on est calmement assis. Par contre, si la même chaise pousse des pointes et nous pique l'extérieur, on va se lever. Bien sûr. Ça veut dire quoi? C'est une loi de la nature. Dans le temps, comme dans l'espace. C'est toujours l'opprimé. C'est toujours l'esclave qui se révolte et contre qui? Contre l'oppresseur. Autrement dit, c'est toujours l'esclave, c'est toujours l'opprimé qui se libère lui-même de son oppresseur, amenant un combat. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça. Mais il faut en prendre conscience. On va vous dire, Victor Schœlcher a mis fin à l'esclavage. Ce n'est pas vrai. Ce sont les esclaves eux-mêmes qui se révoltent. Et pourquoi on se révolte? Parce qu'on a le sens de l'honneur et de la dignité humaine. Or, nous, c'est comme notre subconscient est endormi. C'est ça. Donc, il faut absolument prendre conscience du fait que l'Afrique a tout ce qu'il faut, non seulement pour sortir de l'ornière socio-économique, mais l'Afrique a aussi les moyens objectifs, peut se donner les moyens objectifs pour reprendre la direction du monde comme elle l'a déjà fait dans le passé. Je reprends, même si ça peut choquer. L'Afrique a les moyens objectifs pour reprendre, non, pour sortir de l'ornière socio-économique actuelle, mais pour reprendre la direction du monde comme elle l'a déjà fait. Question centrale, quelles sont donc les solutions qui s'imposent à l'Afrique aujourd'hui? Eh bien, nous estimons qu'il y a 4 solutions. La première solution, c'est l'industrialisation. Non. La première solution, c'est la monnaie unique africaine. Je reprends. Les 4 solutions sont la monnaie unique africaine. 2. L'industrialisation. 3. L'État fédéral africain. Et 4. La solution anthropologique, c'est-à-dire la résurgence du passé glorieux de l'Afrique qui a fécondé toute l'humanité. Donc, si vous me permettez, nous allons dire quelques mots sur la monnaie unique africaine. La monnaie unique africaine. Eh bien, la monnaie unique africaine, comme vous le voyez, aux États-Unis d'Amérique, ils sont 50, ils ont une seule monnaie. En un mot, pour créer la monnaie unique africaine, car c'est ça aussi le problème de l'Afrique, les dirigeants africains ont peur de prendre des décisions salvatrices, des décisions qui peuvent sauver l'Afrique. Nous disons, voici les 4 solutions. La monnaie unique africaine, question fondamentale. Comment on fait la monnaie unique africaine? Eh bien, pour faire la monnaie unique africaine, il y a 3 étapes. La première étape, on dit à chaque pays, par exemple, nous sommes 54, à chaque pays membre de l'Afrique, on dit à chaque gouvernement de dire, est-ce que oui ou non vous voulez participer à la création de la monnaie unique africaine? Chaque gouvernement va prendre une décision pour dire, nous, Cameroun, nous, Burkina, nous, comment on appelle, Côte d'Ivoire, etc., nous voulons participer à la création de la monnaie unique africaine. Donc le gouvernement prend cette décision. Elle l'inscrit dans un document qu'on appelle un projet de loi. Ce projet de loi, deuxième étape, est déposé au bureau de l'Assemblée nationale du pays. Et on demande aux représentants du peuple, c'est-à-dire les parlementaires, est-ce que oui ou non, vous voulez participer à la création de la monnaie unique africaine? Ou alors voulez-vous conserver la monnaie du colon pour que nous soyons toujours sous la domination de la France? À une écrasante majorité, ils vont dire, oui, nous voulons la monnaie unique africaine. On dit, le projet de loi est adopté. Ça, c'est deuxième phase. Troisième phase, puisque tous les États africains sont d'accord, ou alors, peu importe, même si ce n'est pas 54, mais déjà 20, 30 pays, ils sont d'accord pour créer la monnaie unique africaine. Eh bien, troisième stade, on appuie simplement sur la machine, et la machine à qui on a donné des instructions sort les billets des banques, c'est-à-dire de la monnaie unique africaine. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau des Africains pour ne pas comprendre ce truc élémentaire? Est-ce que vous voulez que je reprenne? Oui, c'est bien pour Il y a 3 stades. Premier stade, chaque pays
le gouvernement de chaque pays prend une décision pour dire « je veux contribuer à la création de la monnaie unique africaine ». C'est écrit dans un document qu'on appelle un projet de loi. Ce projet de loi-là, autrement dit, ce document est déposé, deuxième stade, au bureau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire demande aux représentants du peuple. Peuple, est-ce que oui ou non, vous êtes d'accord qu'on participe à la création de la monnaie unique africaine? Est-ce que voulez-vous, oui ou non, qu'on ait, nous, les Africains, nous, notre propre argent? Ou alors, voulez-vous conserver la monnaie du colon pour qu'on soit toujours esclave? Voilà la question. À une écrasante majorité, les parlementaires vont dire, nous sommes d'accord pour participer à la création de la monnaie unique africaine. C'est ce qu'on appelle, le projet de loi est adopté. On pouvait effectivement, je vais faire remarquer, on pouvait passer par la voie, non pas parlementaire, mais par la voie référendaire. Pour dire, voici le projet de loi, on fait par référendum, on demande à tout le peuple, venez voter. Pour dire si vous êtes d'accord ou qu'on participe à la création de la monnaie unique africaine. Le référendum, c'est vrai, existe. Mais compte tenu du taux d'analphabétisme élevé en Afrique, et compte tenu du fait que c'est très coûteux, il vaut mieux passer par la voie parlementaire. Voilà. Maintenant, deuxième phase est terminée, troisième phase, tous les pays ont fini. On dit voilà, on veut créer. Eh bien, la machine, elle est neutre, elle fait le travail qu'on lui dit de faire. On donne des instructions fermes à la machine, on appuie, et les billets des banques sortent. Voilà. Donc, la monnaie unique africaine. Maintenant que nous avons la monnaie unique africaine, il y a des gens qui vont dire, mais, procès, c'est bien, mais qui va garantir notre monnaie? Parce que là, on avait la garantie de la France, ce qui est déjà une inexactitude, on n'a pas le temps d'y entrer. Oui. Eh bien, nous disons, si nous battons notre monnaie, nous les Africains, c'est nous qui allions avoir la monnaie la mieux garantie et la plus puissante du monde. Pourquoi? Parce que notre monnaie sera garantie par la valeur synthétique des matières premières stratégiques que nous détenons. C'est-à-dire l'or, le diamant, le coltan, etc. Mais on va s'arrêter sur l'or et le diamant. Tous les pays d'Afrique ont l'or et le diamant. Et nous pouvons faire exprès pour dire que désormais, chaque pays peut donner, par exemple, 10 tonnes d'or par an. Et ceci sur 60 ans. Sur 100 ans. Parce que c'est l'Afrique qu'on construit. Mais mieux, nous fixons à 130 000 tonnes d'or. Notre monnaie sera garantie par 130 000 tonnes d'or. Question. Puisqu'on parle de l'agenda 2063. Est-ce qu'on va attendre comme ça? On dit non. Si nous sommes unis, nous allons voir simplement quelques pays, dont l'Ouganda. Notez-le. L'Ouganda tout seul déclare être en possession de, écoutez-moi très bien, notez-le et vérifiez en même temps, 31 millions de tonnes d'or. Je reprends. L'Ouganda détient lui seul. Au minimum, j'insiste, j'ajoute le mot minimum, 31 millions de tonnes d'or. Donc, comme nous sommes solidaires, si nous sommes vraiment solidaires, si nous voulons renouer avec le sens de l'honneur et de la dignité, si nous voulons sortir du bourbier de moquerie dont nous sommes victimes, on dit mettons-nous ensemble, chers frères et sœurs. On demande à l'Ouganda décaissez-nous immédiatement, ici et maintenant, 130 000 tonnes d'or, ici et maintenant. Et là, nous, on va te rembourser à dose homéopathique. Ça se négocie. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Il a dit, mais L'Ouganda, si je dois te rembourser par exemple 5 tonnes d'or, eh bien, l'équivalent de 5 tonnes d'or, voilà le prix, eh bien, tu le prends en cacao. On peut faire toutes sortes de négociations. Toutes les solutions de l'Afrique sont dans les mains des Africains. Si on se moque de nous, c'est pour tout ça. Comment vous pouvez dormir sur l'or et le diamant et toutes les richesses du monde et vous êtes en train de mourir. Et les gens viennent de l'extérieur, ils dégagent votre cadavre et ils prennent l'or et le diamant, le coltan, le nickel, tout. C'est de ça on parle. Si les gens se moquent de nous, c'est de ça on parle. Par contre, nous allons utiliser notre intelligence pour prendre ce qu'il faut, c'est-à-dire l'argent du pays, venir stocker à l'extérieur, plein d'argent dans les comptes suisses et autres, et puis les gens meurent. Et il n'y a personne. Bref, nous sommes dans les solutions. Donc, si on a cet argent maintenant qui est garanti par nous, question, puisque les gens aiment ça, eh bien, il faut des critères de convergence. Voilà ce qu'on nous dit. C'est-à-dire quels sont les critères qu'il faut remplir pour rentrer dans la monnaie unique africaine. Eh bien, chers frères, chers sœurs, écoutez-moi très bien. Il y a un seul et unique critère de convergence. Ah bon? C'est pas complexe? Il ne faut pas brouiller les gens. Il y a un seul et unique critère de convergence. Je vous parle depuis Paris, en tant que prof. Tout ce qu'on nous dit là, c'est du mensonge. La question centrale, est-ce que vous avez des exemples? Ouvrons les yeux. Prenons le cas des États-Unis d'Amérique. Lorsque les 13 colonies anglaises ont pris leur indépendance politique vis-à-vis de l'Angleterre, ils ont battu monnaie. Et ils ont décidé que le dollar américain est leur monnaie unique. Parce que aux États-Unis, il y avait plusieurs monnaies. Et à partir de là, eh bien, les autres pays américains qui sont venus rejoindre la fédération, ils ont utilisé le dollar. Aujourd'hui, ils sont 50 pays américains, ils utilisent le dollar. Il n'y a pas de critères de convergence socio-économique, donc on nous parle à longueur de journée pour montrer qu'on est savant. Et ça marche très bien. Je fais exprès pour ne pas citer tous les articles. Ceux qui veulent lire, et ils veulent savoir, ils n'ont qu'à se référer au deuxième livre que j'ai mis sur la place publique, Les solutions salvatrices. Ils verront tous les articles. Deuxième exemple, c'est celui du Canada. Au Canada, il y a 10 pays qu'on appelle 10 provinces. C'est un seul critère de convergence, c'est-à-dire la décision politique. Et puis c'est fini. Le Congrès, pour ne pas dire le Parlement, a décidé que le dollar canadien est notre monnaie et ça marche très bien. Le troisième exemple, c'est celui de la Chine. Avant 1949, les Chinois mouraient de faim, imaginez même de la chair humaine. Quand Mao Zedong et ses amis ont pris le pouvoir d'État après d'héroïques luttes, eh bien, ils ont mis fin à toutes ces monnaies et ils ont mis en lieu et place une seule monnaie qu'on appelle le yuan ou bien le renminbi, qui est gérée avec rigueur par la Banque centrale de la Chine, qui est ce qu'on appelle la Banque populaire. C'est un établissement qui appartient à l'État chinois. Et avec ça, ils ont mis les Chinois au travail. Aujourd'hui, où nous parlons, officiellement, c'est 1,4 milliard, mais dans la réalité, ils sont 1,5 milliard de personnes. Mais est-ce qu'on vous a dit que ce sont les Chinois qui meurent de faim? Non.
Qui finance le monde entier, autrement, qui finance les États-Unis d'Amérique, c'est la Chine. Qui finance l'Union européenne, c'est la Chine. Qui finance le reste du monde, c'est la Chine. Et ceci à cause de quoi? Grâce au travail des Chinois qui sont mis au travail, et payés avec quelle monnaie? Avec leur monnaie. C'est ce qu'on dit aux Africains de faire. Que les Africains bâtissent une monnaie unique, ils mettent les Africains au travail, et toutes les richesses du monde qui sont chez nous vont profiter aux Africains. Donc, ça c'était le troisième exemple. Quatrième exemple, c'est la Suisse. Notez-le. En Suisse, il y avait 860 monnaies différentes. Je reprends, même si ça peut choquer certains esprits. 860. Il y avait 860 monnaies différentes en Suisse. Devant ce désordre monétaire dominant, eh bien, les parlementaires, le Parlement fédéral de la Suisse a décidé de mettre faire tout ça et mettre en lieu de place le franc suisse. Pour mémoire, la Suisse est un État fédéral, c'est-à-dire la Suisse comprend 26 pays qu'on appelle 26 cantons. Et il y a un Parlement fédéral. Et c'est ce Parlement fédéral qui a dit, arrêtons de jouer à ce jeu-là, on bat une seule monnaie. C'est une décision politique. Les gens sont là en train de nous embrouiller. Hein? Et les Africains meurent de faim, alors que les solutions sont là. On recopie ce qu'il ne faut pas recopier. Enfin, quatrième exemple, non, ça c'était le quatrième exemple. Le cinquième exemple, c'est celui de la Russie. En 1991, l'Union des républiques socialistes soviétiques a été démantelée par les Occidentaux. Et quand la Russie de Vladimir Poutine et 21 autres pays, donc au total 22 pays, ils se sont mis ensemble. Chacun pouvait battre sa monnaie. Ils ont dit non, nous restons ensemble. Ils ont une seule monnaie unique qu'on appelle le rouble russe, à ne pas confondre avec le rouble soviétique. Et avec ce rouble-là, russe, eh bien, ils ont réorganisé l'économie. Ils ont réorganisé l'armée, au point que ici et maintenant où je vous parle, la première puissance nucléaire du monde, c'est la Russie. Aujourd'hui, tout le monde a peur de la Russie, y compris l'OTAN, y compris même l'Amérique. Voilà. Donc, il faut des gens sérieux, qui savent oser, qui savent prendre sur eux la responsabilité de mettre leurs compatriotes dans le giron de l'honneur et de la dignité. Tous les jours, des hommes qui croyaient indifferents disparaissent. Hier, c'était Jimmy Carter. Avant-hier, c'est, comment on appelle, Jean-Marie Le Pen. Et les dégâts, etc. Tout le monde disparaît. Au moment où ils ont lutté, ces dirigeants africains, pour pouvoir se mettre à la tête des autres. Mais c'est qu'on leur demande. Ils n'ont pas fait le travail pour lequel ils sont présidents ou bien ils sont responsables. Mais ils prennent ce qui appartient au peuple et ils s'en vont vendre à l'extérieur. Ils s'en vont ridiculiser les Africains. C'est de ça que nous souffrons. Donc, nous sommes dans l'espoir. Bon, enfin, je donne le sixième exemple. C'est le franc CFA. Le franc CFA est une monnaie qui a été créée par décision politique par le général de Gaulle, conformément à l'article 1er du décret 45-01-36. C'est-à-dire le général de Gaulle a dit à son ministre de l'économie et des finances, René Pleven, et à Jacques Soustelle, de lui préparer un décret de création du franc CFA, c'est-à-dire du franc des colonies françaises d'Afrique. Quand ce décret a été prêt, le général de Gaulle, qui était président du gouvernement provisoire, il a créé en urgence et il a signé. Il n'est même pas passé par l'Assemblée nationale. Parce que dans tous les pays du monde, la monnaie appartient au peuple. Donc on demande toujours l'avis du peuple. Ici, le général de Gaulle a pris une décision politique, un simple décret, le décret 45-01-36, et a créé le franc CFA. Et on l'a imposé aux Africains et aux autres colonies. Quand les autres ont pris leur indépendance politique, ils ont rejeté le franc CFA. Mais il y a eu les derniers esclaves que nous sommes. C'est nous qui magnifions ce qu'il ne faut pas magnifier. C'est ça qui fait que nous sommes ridicules. Voilà. Donc, n'oublions pas ce que nous disons. Le franc CFA, non, la monnaie unique africaine peut se créer par la décision politique et non pas par tout ce qu'on nous dit là. Même si on prend l'euro. La Grèce a triché pour entrer dans l'euro et tout ça, mais aujourd'hui, il paye le prix. On prend même la France. Voyez-vous? Donc, la France même, aujourd'hui, ne respecte même pas les critères de convergence avec le déficit, etc. Ouais. Donc, ce que nous demandons aux Africains, aux dirigeants africains, arrêtez de nous mentir. Dieu merci, il y a aujourd'hui une possibilité de suivre sur d'autres médias comme les vôtres. Merci. Voilà. Donc, si on fait la monnaie unique africaine, eh bien, on peut la garantir nous-mêmes et nous en avons les moyens. Pour appartenir à cette monnaie unique africaine, c'est par décision politique. Si vous trouvez un individu qui est le plus grand économiste que vous pouvez connaître, si vous parlez d'autres critères, regardez-le en face et dites-lui, je n'ai pas fait les mêmes études que vous, mais votre théorie là, ce n'est pas conforme à la réalité. Merci. La réalité. Vous avez compris? Merci beaucoup. Le combat de libération nationale ne peut être mené que si les Africains concernés comprennent l'enjeu. Pouf, c'est très. Je sais que bientôt là vous allez devoir vous séparer de nous, mais il y a des gens qui veulent vous poser des questions. Donc on va permettre à quelques personnes de monter pour vous poser des questions. Nous sommes 1600 personnes qui vous écoutent en direct pour ça. Vraiment bravo. C'est très édifiant. Les Africains sont fiers. C'est toute l'Afrique qui est réunie ici ce soir parce que vous avez apporté de la pédagogie sur la question monétaire. C'est une des questions où on a beaucoup été manipulés. Non, ils vont monter. Non, il y a la modératrice qui va d'abord monter, qui va réorganiser. J'ai juste envie de dire que toute l'équipe du travail, vous ne montez pas encore. Vous allez monter après. Mais la modératrice va monter pour voilà. Elle va monter pour nous aider justement à gérer cette deuxième phase. Bonsoir, monsieur Tchombou. Bonsoir, professeur Abou. Oui. Nous sommes très honorés de votre présence ce soir. C'est un privilège pour moi de m'adresser à vous. Vous avez amplement abrévé de vos enseignements précieux, bien que le temps imparti ne nous permette pas d'explorer pleinement l'étendue de vos connaissances. Vous avez abordé plusieurs sujets cruciaux. Vous avez abordé plusieurs sujets cruciaux, notamment la question de la monnaie en insistant sur l'utilisation du terme argent pour qu'une meilleure compréhension générale. Vous avez parlé des piliers fondamentaux du triangle de souveraineté. Vous avez également parlé de la politique du troisième homme en insistant pour que nous comprenions ce que cela veut dire. Vous avez transformé des notions techniques et complexes en explications simples, limpides et accessibles à tous. Et après avoir posé le diagnostic, vous nous avez proposé des solutions concrètes pour l'économie africaine en rappelant que ce sont des décisions politiques parce que le franc CFA est une création politique. Mais avant de faire monter les personnes qui vont vous poser des questions, j'aimerais rappeler à notre audience de se procurer vos deux ouvrages. Le premier c'est le franc CFA et l'euro contre l'Afrique et le second c'est les solutions salvatrices de l'Afrique que vous pouvez trouver aussi sur Amazon. Mais pour ça ma question va sembler peut-être plus évidente après l'enseignement que vous venez de nous faire et j'aimerais la poser quand même
même. Nous avons sur TikTok plusieurs personnes qui se revendiquent d'être des personnes qui maîtrisent la question monétaire, qui maîtrisent le franc CFA. Et nous avons également des gens qui manipulent cette monnaie et font croire aux Africains tout et n'importe quoi. Donc, en ce qui concerne le Cameroun, par exemple, mon pays, on a des personnes qui nous ont fait comprendre que si nous n'avons pas de seringues dans nos hôpitaux, si nos routes sont accidentogènes, si les détournements des deniers publics se chiffrent en milliards, et que ces gens c'est à cause justement du franc CFA. On sait tous que le franc CFA est un problème, c'est une monnaie nazie comme vous l'avez dit, mais est-ce que c'est uniquement de la faute du franc CFA si nous avons tous ces problèmes là en Afrique? Bien. La question c'est de savoir, est-ce que c'est uniquement, la faute revient uniquement au franc CFA? C'est ça la question. Exactement, professeur. La réponse c'est non. La réponse est non. Mais si on peut noter les chercher 100%, eh bien le franc CFA dans ces pays-là a une responsabilité à hauteur au minimum de 80%. Pourquoi? Parce que ce soit vous-même, que ce soit votre collègue, que ce soit moi-même, que ce soit n'importe qui, nous ne pouvons rien faire sans argent. L'argent, parce que quand on dit la monnaie c'est trop technique, l'argent précède la production. L'argent procède, c'est ça, il faut avoir l'argent pour produire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ceux qui sont là en train de dire ce qu'ils ont envie de dire, ils ont le droit. Ce que je sais, aucun être humain n'est parfait. Que ce soit les détournements de fonds, que ce soit tout ce que vous pouvez imaginer, ça existe dans tous les pays du monde. La différence fondamentale entre les Africains et les autres pays du monde, à commencer par la France, c'est que dans ces pays-là, il existe des lois. Donc le juridique. Si on vous attrape, on vous met en prison. On vous punit comme il se doit. Chez nous, eh bien, on voit bien ce qu'il faut, mais ce sont, comme on dit, les relations. Il est même policier, ou bien il est même le juge. Mais il suffit d'aller voir le juge, et puis il va juger l'affaire, contrairement à ce que la loi même dit. C'est ça qui fait la faiblesse. Vous êtes certainement du Cameroun, je pense. Allez attaquer en justice votre employeur qui ne vous paye pas. Vous croyez que vous allez avoir gain de cause? Et la réponse est non. Vous avez une servante, vous ne la payez pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle va vous traduire en justice. Mais c'est elle qui va monter chez nous en Côte d'Ivoire, c'est elle qui va rester là-bas. Pourquoi? Parce que derrière, vous verrez déjà le juge. Hein. Donc ce sont toutes ces faiblesses-là qui viennent grossir le problème des Africains. Donc la responsabilité du franc CFA est énorme, mais à cela s'ajoutent les autres causes. Voilà ce que je peux dire. Merci, professeur. Donc, la notion du triangle de souveraineté, vous venez encore de la rappeler. Donc, la souveraineté monétaire, la capacité de se défendre et la constitution, donc les lois. Et maintenant, je vais passer la parole à motion rejetée. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes la motion rejetée? Oui, je suis là. Vous qui posez une seule question, s'il vous plaît. Une seule question. Allez, droit. D'accord. Bonsoir, Mme bonsoir tout le monde, bonsoir professeur, bonne année à tout le monde, santé et puis prospérité. Voilà, moi, ma question est celle-ci. Concernant aujourd'hui le fait que si l'Afrique aujourd'hui devait, disons, créer sa propre monnaie, quel est le pays qui va, on va dire, dans lequel est-ce que cette banque, je veux dire, la banque centrale, par exemple, pourra, disons, être garantie, où on va peut-être installer on va dire, comment je vais expliquer ça? On va prendre un exemple. Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire, par exemple? Je prends l'exemple. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est une plaque tournante aujourd'hui sur le plan économique. On va prendre l'exemple sur l'Allemagne, par exemple, aujourd'hui, le poumon aujourd'hui économique de l'Europe. Est-ce que si la Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec certains pays africains, décide d'être souverain aujourd'hui et souhaiterait avoir une monnaie unique, est-ce que la Côte d'Ivoire peut se décider d'être le pays qui va être le porteur, disons, du flambeau, où sera située cette banque centrale, qui va être l'émetteur de ces billets-là, ou est-ce que ça va être un autre pays européen qui sera susceptible de peut-être fournir ces billets-là que les Africains vont utiliser? Voilà, merci. Bien, merci. Malheureusement, je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que vous voulez dire où est-ce que la banque centrale africaine sera installée pour produire les billets des banques? Ou bien, qu'est-ce que vous voulez dire en une seule phrase seulement? Exactement, c'est ça, exactement. Bien, le choix du pays où la banque centrale africaine va s'installer, ça, ce n'est pas un problème du tout. Pourquoi? Il suffit que les Africains soient matures. Nous, ce que nous en avons exigé, c'est qu'il faut que la banque centrale soit installée sur le sol africain. Peu importe, même que ce soit au Burkina Faso, au Niger, ça n'a pas d'importance. C'est ça. Le plus important, c'est de dire la banque centrale africaine est installée, par exemple, au Niger. Ce n'est pas un problème de dire c'est le pays le plus riche que l'autre. Non, ça, ce sont là des querelles inutiles. Parce que ceux qui vont travailler dans la banque centrale africaine, là, ce sont des gens outillés, techniquement, intellectuellement, pour diriger avec rigueur la banque centrale africaine. Peu importe le lieu. Pourvu que ce soit en Afrique, c'est ça qu'il faut retenir. Bien. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Exactement, merci professeur. Merci. Voilà, merci. Allez, on avance, parce que le temps s'en va. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur Gaïa, est-ce que vous êtes là? Alors, il n'est pas là, on va... N'oubliez pas que je vous avais dit qu'il y avait 4 solutions. Oui. On a parlé de la monnaie unique. Donc ça, c'est la première solution. L'industrialisation. Voilà, donc il y a l'industrialisation. Si vous voulez, je peux rapidement passer dessus parce que... On va revenir, professeur. On va digérer la première partie et je pense qu'on va reprogrammer une autre émission pour finaliser. Voilà, oui. D'accord. Docteur Daouda, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur, allez avec votre question, s'il vous plaît. D'abord, je présente toutes mes excuses parce que j'avais déjà eu des entretiens avec le professeur auparavant. Ce n'est que parce que je scrollais, j'ai vu, quand il est en train de parler, que j'ai voulu rapidement poser une question. Donc, je n'avais pas suivi au début. Donc, je veux juste savoir, moi, avec mon niveau intellectuel, je ne voudrais pas me mettre dans quelque chose qui va me piéger pour l'avenir, qui va piéger l'avenir de nos enfants. Est-ce que ce qui se passe avec les pays de l'AES, est-ce que c'est prometteur? Si ça évolue et qu'on quittait par exemple le CFA, est-ce que vraiment c'est rassurant? Est-ce qu'on est sûr que le chemin pris par les pays de l'AES, est-ce que c'est ça qui promet? Ou bien il faut essayer de calmer les émotions et gérer ce qui est positif dans leur élan et considérer aussi ce qui est positif dans la CEDEAO? Voilà la question que je voulais poser. Bien, merci. Chers frères, je vous dis froidement, sans aucune émotion, que l'avenir de l'Afrique, c'est l'AES, c'est l'Alliance des États du Sahel. Parce que qu'est-ce qu'il faut connaître dans tout ça? Il n'y a pas longtemps, je vous parlais du manque de solidarité des Africains. C'est pas on piétine les Africains. Lorsque la France et les pays de l'OTAN ont décidé d'attaquer le Niger, presque instantanément, le Mali et le Burkina ont dit si vous attaquez le Niger, vous nous attaquez, donc nous rentrons immédiatement en guerre. Eh bien, ils se sont repliés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que derrière le Mali, derrière le Burkina, c'est Trouti, vous le savez, je le sais, il se trouve la Russie. Donc,
Ils savent que c'est là la troisième guerre mondiale devrait commencer. Parce que, à travers l'AES, c'est toute l'Afrique qui est visée. Je crois que vous le savez. C'est toute l'Afrique. C'est pourquoi ils veulent démanteler l'AES. Et Vladimir Poutine a compris ça. Donc, ils sont en train d'armer puissamment les pays de l'AES, dont le Burkina Faso. Et j'aimerais que vous sortiez, c'est pas vous personnellement, mais ceux qui ne le savent pas, sortent de la naïveté. C'est celui qui contrôle l'Afrique qui contrôlera le monde. Donc, Vladimir Poutine, qui est là, il n'est pas immortel. On n'a pas dit qu'il va rester éternellement au pouvoir, et même s'il reste éternellement au pouvoir, il n'est pas immortel. Ça veut dire quoi? Au moment où il est là, si les Africains ont le cerveau nécessaire pour comprendre leurs intérêts légitimes, c'est le moment de courir et rentrer dans l'AES, pour renforcer l'AES. Je vais donner une image. Vous êtes en prison. On dit voilà des prisonniers, depuis plus de 30 ans, 50 ans, ils sont en prison. Et un jour, on dit bon, apprêtez-vous. Demain, entre 11h et 12h, on ouvre la prison. Tous ceux qui veulent sortir de prison, ils s'en vont. Vous n'avez qu'une seule heure. Et effectivement, le jour arrive, on ouvre la prison. On dit tous ceux qui ont envie de sortir de la prison, ils sortent de la prison. Même si vous êtes malade, vous pouvez rentrer pour sortir de la prison. Mais il y a encore des gens pour spéculer et rester encore dans la prison. Mais une fois il est 12 ans, on referme encore pour 1000 ans. C'est ce qui est en train de se faire. Sous nos yeux. Vous et moi, nous sommes témoins oculaires. Ça fait plus de 6 siècles d'esclavage. Ça fait plus de... Si on met pour l'Arabie, et non les Arabes, etc. Aujourd'hui, l'occasion unique en son genre, j'ai dit bien unique en son genre, nous est donnée. On dit sortez de l'esclavage. Pourquoi? Il faut connaître la thèse. Il ne faut jamais, 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 jamais armer un esclave. Pourquoi? Parce que si on arme l'esclave, non seulement il ne va pas obéir, mais il peut même tuer le maître. Voilà la thèse. Celui qui ne comprend pas ça, et qui trouve des justificatifs pour magnifier ce qu'il ne faut pas, ça veut dire qu'il a encore une conscience éteinte. C'est pourquoi l'occupant met à notre le plus souvent des gens qui ont la conscience éteinte, qui sont là pour vendre leurs propres frères. Est-ce qu'il vous est arrivé une seule fois de voir les Blancs en train de se vendre les uns les autres pour défendre les Noirs? Non! Nous sommes les seuls au monde à faire ce qu'il ne faut pas faire. Si la traite des Arabes, l'esclavage fait par les Assyriens a duré pendant 14 siècles, c'est parce que nous nous vendons. Si, pour l'Occident, si ça a duré entre 3 et 6 siècles, c'est parce que nous nous vendons les uns les autres. Au profit de qui? Au profit des l'envahisseur. Il faut sortir de tout ça. C'est ce que Vladimir Poutine nous donne comme occasion. C'est ça. Donc, saisissons cette occasion unique en son genre avant que la Russie ne fasse corps avec l'OTAN. Parce que la Russie avait demandé à rentrer dans l'OTAN pour que l'Europe soit indépendante vis-à-vis de l'Amérique. Et malheureusement, il y a des gens ici, en France, un peu partout, qui n'ont pas compris. Donc aujourd'hui, la Russie est avec nous. Et nous tend les bras, ouvre. On dit, j'ouvre la prison. J'ouvre la prison, sortez de la prison. Et vous tergiversez, vous arrivez à tergiverser encore? Non. Non. Dans la vie, là, il faut avoir pitié de vous-même pour qu'on ait pitié de vous. Merci, merci, prof. Et avec ça, vous nous avez rappelé justement la politique du troisième homme dont vous parliez tout à l'heure. Merci, monsieur Daouda. Je vais passer la parole à Céduc. Céduc, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Allez-y directement avec les après, Céduc, tu prends une seule personne et on va clôturer. Tu vas faire monter toute l'équipe technique qui saluer le professeur. Ok, merci Stéphane, merci Kemda, merci grand prof. Nous avons beaucoup appris de vous aujourd'hui, vraiment. Je vais vous dire merci pour ce que vous nous avez enseigné aujourd'hui. Maintenant, comme moi je suis Camerounais, moi je vais poser une question directe. Il y en a certains qui pensent que Paul Biya au Cameroun, c'est justement panafricain, c'est quelqu'un qui a rompu les accords coloniaux avec la France et tout. Et certains pseudo-panafricains qui pensent que Paul Biya, justement, parce qu'il a rompu certains accords coloniaux avec la France et un certain nombre de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut croire que justement, étant donné que nous sommes tous d'accord que la monnaie, le franc CFA, c'est justement ce qui met le continent africain à genoux, est-ce que certains Camerounais qui pensent qu'il faut maintenir Paul Biya, président du Cameroun, peut justement aider l'Afrique à avancer ou le Cameroun à avancer, grand prof? Parce qu'il faudrait qu'on soit clair vis-à-vis justement de notre continent et surtout justement du peuple du Cameroun. C'était ça ma question. Est-ce que certains Camerounais peuvent continuer à faire confiance à Paul Biya qui est au Cameroun et qui est justement le troisième homme qui maintient ce franc CFA en Afrique? Bien. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais vous voulez savoir si Paul Biya est un agent de la politique du troisième homme qui maintient le franc CFA en Afrique, c'est ça? Exactement. Si on veut justement diminuer la question, oui. Très bien, cher frère. Personnellement, je ne vais pas, comme on dit, toiser ou bien montrer du doigt l'agent du troisième homme. Mon devoir, c'est de contribuer à l'éveil des consciences. Et c'est à vous de savoir, lorsque je mange dans mon quartier avec quelqu'un là, qui m'empoisonne ou bien qui empoisonne quelqu'un là, celui-là c'est un agent de politique du troisième, c'est à vous de le découvrir. Moi, j'ai le devoir de contribuer à l'éveil des consciences. Et puis ça s'arrête là. Parce que si je réponds à votre question, ça veut dire vous m'interdisez d'aller au Cameroun. C'est ce que vous êtes en train de dire. Je ne sais pas s'il me fait comprendre, hein. On a compris, on a tous compris. Il a donné les sous. Merci pour la sagesse. Je pense que vous venez de dire quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que si vous parlez, vous n'allez pas au Cameroun. Et c'est le cas pour beaucoup de Camerounais qui sont exilés à l'étranger. Merci, prof. Monsieur Timal, est-ce que vous êtes là? Maître, bonne année, Stéphane. bonsoir, allez-y avec bonne année. le temps nous tient à la gauche. Allez, professeur, je vous ai suivi. Là, vous avez sur vos développements sur le CFA, ce sont des bons développements, c'est connu, c'est un classique. Vous êtes dans la lignée de deux Camerounais au sein d'Afana et le professeur Tundian Premier qui avait déjà vu les défaillances du franc CFA. D'ailleurs, moi je suis pour l'adoption immédiate d'une monnaie camerounaise parce que moi, monnaie africaine, ça reste un peu dans les mirages. Donc, alors, pour rester dans ce mirage-là, vous parlez de solidarité africaine. Vous dites qu'il faut la solidarité et que vous êtes dans l'éveil. Mais je pense qu'on ne devrait plus être au niveau de l'éveil, professeur. On devrait plus être au niveau de l'éveil parce que tout le monde sait ce qu'il faut faire. Tout le monde, les Africains savent que le CFA est mauvais mais la solution que vous donnez en parlant d'une monnaie africaine, est-ce que vous ne voyez pas que je reviens sur cette affaire, que ce n'est pas un mirage? Ou alors il faut maintenant plutôt être concret en proposant à chaque pays les modalités et les conditions pour que ce pays-là puisse avoir sa propre monnaie. Ce ne serait pas plus efficace. Parce que cette Union africaine-là, elle reste dans l'utopie, on ne l'aura jamais. C'est question, on ne l'aura jamais. On a tenté depuis les indépendances, on ne l'a jamais. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut, vous devez, vous, en tant qu'expert, proposer à chaque pays africain pour être efficace les modalités de création de sa propre monnaie et on verra plus tard. Merci. Merci. Si j'ai bien compris votre question, vous militez pour ce qu'on appelle une atomisation monétaire, c'est-à-dire une mosaïque de monnaies, chacun avec sa monnaie, parce que la monnaie unique africaine paraît pour vous utopique, c'est ça, hein? Oui. Voilà.
C'est comme si vous étiez en train de dire qu'on crée les États-Unis d'Afrique sur le plan économique. J'allais venir dessus. Oui, j'allais venir dessus, mes chers frères. J'ai déjà dit quelque part que c'est vrai, je vous parle depuis Paris, en tant qu'un théoricien même, mais j'ai les pieds agissant sur terre. Je ne suis pas là pour faire de la spéculation intellectuelle, mais montrer ça, tout ça, c'est pas ça. J'ai dit et je répète, regardez avec vos yeux, et vous avez la chance d'avoir une très bonne vue. Regardez avec vos yeux ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Ils sont 50 États, parmi lesquels se trouve Rhode Island, un petit pays de 3000 km². Une population de 1 200 000, à l'est où je vous parle. Ce petit pays a fait partie des États-Unis d'Amérique. Est-ce que les États-Unis d'Amérique n'existent pas? Si! Il a fallu une guerre de libération. Il a fallu lutter. Parce que, regardez très bien, tous ceux qui, sur le continent américain, ne font pas partie des 50 États-Unis d'Amérique, regardez dans quelle pauvreté ils sont. C'est l'union qui fait la force. C'est une loi universelle. Montrez-moi parmi les 7 pays que je vous ai cités, enfin les 6 pays. Les États-Unis, montrez-moi en quoi ils ne sont pas forts. Le Canada, la Chine, la Russie et la Suisse. Je peux ajouter l'État comme le Brésil. Chers frères, ayons l'humilité de reconnaître que ceux qui gagnent aujourd'hui et qui vont gagner demain, ce sont les États fédéraux. Ce sont les grands pays qui gagnent. Tant que vous serez atomisés monétairement, eh bien, vous ne faites que perpétuer ce qu'on appelle la conférence de Berlin. Il s'agit ici et maintenant et aussi de déberniser l'Afrique. Je reprends, même si ça peut choquer, et vous-même et d'autres. Il faut déberniser l'Afrique. La conférence de Berlin avait pour but, et c'est là leur intelligence, ils avaient vu... Professeur, vous ne répondez pas parce que vous donnez comme l'impression que je suis contre les États-Unis d'Afrique. J'ai dit qu'il y a une impossibilité. Elle est sociologique, elle se voit depuis les années parce que les États-Unis, dans ces États-là, et l'Afrique n'ont pas la même histoire, n'ont pas le même parcours pour pouvoir que les États-Unis d'Afrique. Ça a été prouvé que sociologiquement on ne parvient pas. Maintenant, il nous faut être fort. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à rendre nos États forts individuellement, mais en étant dans un grand cadre qui est l'Afrique? Parce que ce que vous proposez là, ça a été déjà proposé par les Kwame Nkrumah et tous les autres, ça n'a pas marché. Maintenant, il faut être réaliste. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne peut pas permettre à chaque pays d'avoir une économie forte dans un grand regroupement qui est l'Afrique? C'est ça la question. La question, et je répète, puisque vous savez ça, c'est la monnaie qui précède la production. Vous le savez, tout le monde le sait. Lorsque vous allez proposer, comment on appelle, une atomisation monétaire, nous ne ferons qu'être affaiblis, nous serons toujours affaiblis. Non, c'est pas ça, c'est pas de l'atomisation monétaire. Je vais finir. J'ai dit et je répète. Vous êtes là, hier, vous étiez là, on est venu, on a frappé Babo de Côte d'Ivoire. Personne n'a réagi, parce que nous sommes atomisés. Et je peux multiplier des exemples comme ça. Il est urgent, chers frères, plus que jamais urgent que l'Afrique s'unisse. Parce que nous n'avons pas le choix. Les Kwame, ils étaient nos dévanciers. Ils ont compris ça très loin. Mais nous, on ne comprenait pas. Aujourd'hui, nous vivons la réalité objective. L'Afrique est un géant qui s'ignore. En dehors de l'État fédéral africain, il n'y a pas de salut de l'Afrique. Je reprends, en dehors de l'unité, ou du moins de l'État fédéral africain, il n'y a pas, qu'on appelle l'avenir de l'Afrique. On viendra nous prendre individuellement comme ça, on viendra nous piller de gauche à droite avec nos soi-disant monnaies par-ci par-là. Non, c'est pas ça la solution. Donc, chaque génération a une mission à accomplir. Comme disait l'autre, comme il s'appelle France Panon, qui peut la trahir ou bien l'accomplir, etc. Nos enfants qui sont là, et nos petits-enfants, nous préparons un avenir sérieux. C'est comme un pays qui n'a jamais connu de guerre. Quand on parle l'appel, comme disait Oufoué Boigny à l'époque, nous on était tout jeunes. On ne comprenait même pas. Mais aujourd'hui, allez en Côte d'Ivoire, vous verrez, la première denrée, la plus rare que tout le monde souhaite, c'est la paix. Parce que nous avons fait l'expérience de la guerre. Aujourd'hui, nous faisons l'expérience de notre atomisation. Tant que nous serons divisés comme ça, eh bien, malheureusement, nous serons affaiblis. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, même si ça paraît pour vous utopique, c'est une nécessité absolue de nous unir, à commencer par la monnaie. Et pour s'unir monétairement, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est ça. Et il y a un élément que je voulais dire. Vladimir Poutine nous a montré. Quand les Occidentaux ont dit, bon, ils vont créer des problèmes à la Russie, etc., j'ai passé les détails, il dit, bon, d'accord. Désormais, là, notre gaz que vous importez là, ne nous payez ni en dollars, ni en euros, mais payez-nous en roubles. Vous le savez, je le sais. Le rouble qui avait perdu plus de 30% de sa valeur en moins d'une semaine est remonté de façon spectaculaire. Donc, nous autres Africains, parce qu'il faut oser, nous pouvons dire, nous avons notre monnaie unique. Non seulement c'est garanti puissamment, mais payez-nous dans notre monnaie. Qui peut se passer de l'Afrique? Personne. Parce que nous-mêmes, nous avons des richesses, mais nous n'en sommes pas conscients. Et nous sommes prêts à nous donner à n'importe qui. Voilà pourquoi n'importe qui vient cracher sur nous. C'est ça, chers frères. Ce n'est pas le fait de dire, le Cameroun a sa monnaie, ça là, on connaît. Ça fait plus de 60 ans, on est indépendant. Où est-ce que ça nous a mené? Nulle part. Alors que si nous sommes unis, et la monnaie est un moyen pour s'unir rapidement, je ne vois pas que c'est difficile dans ça. L'Union africaine, quel est son rôle? Aujourd'hui, on paye à prix d'or l'Union africaine et on nous vend. La CEDEAO, tout ça. Donc, il faut s'unir. Et il y a des gens qui vont venir en Afrique, qui sont déjà là même, qui sont peut-être nés ou qui naîtront. Voilà. Allons-y, je vous écoute. Merci, prof. On a quelques minutes. J'ai fait monter ici toute l'équipe. Nous avons travaillé tous ensemble pour que la réalisation puisse se faire. Et vous, c'est eux derrière toute la machine, la proposition et tout ça. Donc, chacun vous y parler, vous dit un truc. Et que les autres, les autres gars, venez, je ne vois pas les autres. Il faut monter. Je pense aux autres. Ok, Sony, vas-y. Bonsoir, monsieur Abou. Moi, je montais juste pour vous dire que je vous écoute de chez moi, j'ai la chair de poule. Et je suis content de vous parler comme ça parce que moi, je vous ai vu en face en 2017, lors des manifestations du Front CFA. Et vous avez dit ceci, ici en région parisienne, que vous êtes très ému de voir la jeunesse africaine à Paris se mobiliser contre le Front CFA. Parce qu'en 2017, ça faisait 20 ans que vous aviez écrit votre premier livre sur le Front CFA. Et que vous écumiez les plateaux des conférences. Et vous étiez très ému ce jour avec Elie Seba, Codicia, le colonel là-bas dans l'Argentine, vous étiez là. Et pour moi, vous êtes ma rockstar. Je veux dire, depuis qu'on a travaillé avec Stéphane et les Kemba, que Nicolas Bou sera avec nous. Moi, j'ai la chair de poule. Je vous dis merci pour votre travail. Que le maître de tout vous bénisse. Que les ancêtres militants continuent de vous accompagner. Même sur Radio Sud, ici encore, je vous écoute. Partout où vous faites une sortie, moi, je vous écoute. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis très ému. Et merci pour tout votre travail. Les ancêtres militants sont toujours à vos côtés. Et l'Afrique va s'unir et l'Afrique va changer. Merci. Merci. Merci, ma fille. Oui, allez-y. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Et
Tout d'abord, c'est un honneur de m'adresser à vous et d'être sur le même panel qu'une autre personnalité, une élite intellectuelle qui met son intelligence à la cause de l'émancipation et la libération de l'Afrique. Et pour ça, c'est ce qu'on appelle l'intellectuel, celui qui combat pour une cause noble. Et pour ça, les mots me manquent, comment qualifier. J'ai été abordé ce soir par beaucoup de connaissances que vous avez eu à distribuer. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est merci et que les dieux de nos ancêtres vous bénissent et continuez le combat. La jeunesse que nous sommes, on est de plus en plus éveillés et l'Afrique sera libérée. Merci à Stéphane, merci à Kenda, merci à Sony, Wamakoul, Prince, Marc et tous les autres, et tous ceux qui ont travaillé à mettre en place ce panel. Merci à vous, professeur. Merci pour votre temps. Bonne soirée. Merci. Oui. Wamakoul. Bonsoir tout le monde, bonne année. J'ai été particulièrement heureux d'écouter le professeur Abou ce soir. Il a un sens de la pédagogie vraiment extraordinaire. Il l'a fait avec humilité, avec le calme, il a pris son temps, on a très bien compris. On a compris que notre avenir aujourd'hui ne tient qu'à la volonté de ceux qu'on met à la tête de notre État. Il est très important qu'aujourd'hui, étant donné qu'on a certaines échéances, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun et ailleurs, au Ghana, etc., qu'on fasse plus attention à qui on met à la tête de nos États parce que, contrairement à tout ce qu'on dit, on nous fait croire que oui, pour se développer, il y a des contraintes, etc., des plafonds qui ne seront jamais, qui ne peuvent pas être percés de sitôt, où il faut user de je ne sais quelle mécanique. Le professeur nous a montré par des exemples factuels que ça ne tient que par la simple force de la volonté. Et c'est ce que j'ai apprécié, c'est ce qu'on doit retenir ce soir. Pour ça, je dis merci. Et voilà, c'était un plaisir. Et je serais ravi de l'avoir encore sur le panel pour l'écouter. C'était vraiment un plaisir. Merci Wamakoul. J'aimerais repréciser, professeur, le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Et le deuxième livre, c'est Les solutions salvatrices de l'Afrique. Vous les trouvez sur Internet. Ils sont déjà disponibles. Donc pour la continuité de ce que nous avons fait ce soir avec le prof. Merci Wamakoul. Allez-y, professeur. Désolé de vous avoir coupé. Non, professeur, ce qu'il faut rappeler, Wamakoul était quelqu'un, il est très passionné pour les questions du franc CFA de la monnaie, mais il est tombé sur des personnes qui manipulent beaucoup cette opération et qui pervertissent le combat monétaire. Donc quand justement on a proposé que c'était vous qui pouvez venir orienter par le jeune africain et qui nous écoutez, il est tellement heureux et tellement très chargé ce soir. Et merci vraiment. Pour lui, c'est un honneur. Oui, c'est un plaisir parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été corrigées. On a eu pas mal de désinformations récemment et c'était très bien que vous veniez et que vous mettiez tout au clair et vous l'avez fait de la plus belle des manières. Donc merci. Merci. Bon, en tout cas, c'est une grande joie pour moi de voir que des jeunes, pour qui nous luttons, et vous êtes à l'écoute. Et je ne peux que remercier Dieu et nos ancêtres pour avoir permis à ces jeunes que vous êtes de nous écouter. Car vous le savez, c'est pour vous, et pour vous seulement que nous luttons. Nous autres là, notre temps est passé. Mais la question centrale qui sera posée, c'est de dire, mais nos parents là, ils ont vécu, c'est vrai. Il y en a qui ont été profs en Afrique, aux États-Unis. Mais ils nous ont laissé quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Quel est le chemin qu'ils nous ont tracé? C'est ça qui fait que, actuellement là, nous avons pris une décision qui consiste à dire on se met au service des Africains, des jeunes Africains, parce que nous sommes convaincus, mais 100% que l'avenir de l'Afrique est meilleur. L'avenir de l'humanité se trouve en Afrique. Mais quand vous avez de l'argent et que vous ne savez pas utiliser votre argent, vous pouvez utiliser n'importe comment et puis ça peut disparaître, c'est pas bon. Donc ici, le chemin que nous traçons, c'est pas de la théorie spéculative, non. Comme il a dit, que bon, on fera peut-être une deuxième émission pour développer les autres solutions qui restent. Donc, dans l'immédiat, moi, je ne fais que vous dire merci. Merci pour avoir accepté de nous écouter. Nous écouter, parce que l'humanité a son avenir en Afrique. Dieu n'a pas choisi l'Afrique par hasard. L'homme est né pour la première fois sur la terre par l'Afrique. Ce n'est pas par hasard. C'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter que l'Afrique qui a dominé le monde, qui a, je dirais, civilisé, et j'insiste le mot, civilisé l'humanité, que cette Afrique soit réduite comme ça, à lambeaux. Nous disons, et nous répétons, que ceux qui dirigent aujourd'hui le monde, je peux me tromper, mais ils ne sont plus à la hauteur. Et il faut que l'Afrique reprenne la direction du monde pour remettre le monde entier sur le droit chemin. Donc nous avons une responsabilité, nous, Africains, vis-à-vis de nous-mêmes, pour pouvoir satisfaire nos besoins socio-économiques, mais nous avons le devoir d'être le guide de l'humanité, d'être à nouveau le guide de l'humanité. Et c'est ça. C'est ça. Et je termine en disant que surtout vous, la plupart des jeunes qui sont sortis de l'Afrique, que la vie elle-même est une initiation. Je reprends. La vie elle-même est une initiation. Et comme toute initiation, il y a 4 phases qui sont la vie elle-même est une initiation. Et comme toute initiation, il y a 4 phases qui sont les gens, comme nous autres qui connaissons ce qu'on appelle la forêt sacrée du Poro, à Korogo là-bas, les jeunes quittent le village. Deuxièmement, ils sont admis dans la forêt. Troisièmement, dans la forêt, ils sont initiés, c'est-à-dire ils ont eu la révélation. Et quatrièmement, ils reviennent au pays, ils reviennent au village. Quand ils reviennent au pays, ils ne sont plus les mêmes. Ce n'est pas qu'ils ont changé de forme physique, mais il y en a dont le troisième œil fonctionne. En ce qui concerne la diaspora, c'est-à-dire des Africains se sont séparés de l'Afrique. Deuxième part, ils ont été admis dans les différents pays de l'Occident et un peu partout. Troisièmement, ils ont eu des révélations, c'est-à-dire ils ont appris dans les pays où ils ont été admis. Et quatrièmement, ce qui reste, c'est la phase de retour. Et ceux qui retournent en Afrique, ceux-là, ils ont eu une initiation complète. Et ce sont ceux-là qui vont contribuer à féconder l'humanité, à féconder l'Afrique et l'humanité. C'est cette responsabilité historique, c'est de cette raison qu'il faut prendre conscience. Car rien, mais rien ne se fait par hasard. Je vous remercie. Merci beaucoup, prof. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose de clôture avant que je Bon, juste merci, prof. Ce n'est que partie remise. Merci infiniment d'avoir été là. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis.
Merci, prof. Pour ceux qui voudront regarder la rediffusion, nous allons poster ça sur notre plateforme YouTube. Donc, vous aurez la rediffusion et on va reprogrammer le professeur pour faire, finalement terminer les autres parties que nous n'avons pas pu évacuer. Mais désolé pour tous ceux qui n'ont pas pu monter. On ne peut pas faire monter tout le monde. Ne vous dérangez pas. Il sera là. Ne vous dérangez pas. Merci. Savez-vous, prof, je tiens à vous rappeler que vous avez 1800 personnes, plus de 1800 personnes connectées en direct pour vous suivre. Et ceux qui regardent, Kenda, tu peux nous dire, ceux qui regardent sur les ordinateurs, vous avez le chiffre de combien de personnes connectées? On a 30 000? Je ne sais pas, je pourrais voir seulement à la fin du direct. Je suis sûr que oui, merci beaucoup. Partagez, abonnez-vous. Merci beaucoup, prof. Je pense qu'on a restauré beaucoup de vérité ce soir. Bonne soirée à tout le monde. Et merci à l'équipe. Je pense à un qui n'est pas la Prince, un des nôtres, qui n'est pas là. C'est ça? Parmi nous. n'a rien dit. Merci, Prince. On regarde le professeur parce qu'il est 20h52 exactement. Oui, mais il est là jusqu'à 20h50. Oui, c'est ça. Merci. Merci, professeur.